bonsoir. Donc, merci d'être toujours si nombreux à ces rendez-vous hebdomadaires donc, sur les systèmes solaires externes. Donc, la semaine passée, j'ai commencé en vous décrivant la population qui se trouve au-delà de Neptune, ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper, avec ses différentes sous-populations, et ce qu'on appelait les disques dispersés et les disques fossilisés. Aujourd'hui, il nous manque encore la description d'une autre population, les nuages d'Oort, et peut-être une planète, parfois on mentionne comme une possibilité qui existe dans les systèmes solaires distants, et donc on verra la deuxième heure exactement à quoi ça rime. Donc, avant de commencer à introduire proprement les nuages d'Oort, il faut commencer par discuter l'origine des comètes et les flux des comètes vers les systèmes solaires internes. Donc, qu'est-ce qu'on appelle comète? Traditionnellement, les astronomes appellent comète quelque chose qui a cette allure-là, donc un objet qui, en s'approchant du Soleil, commence à sublimer ces éléments volatiles, typiquement l'eau, et la vapeur d'eau, en s'échappant de la comète, fait aussi échapper des poussières. Et donc, les gaz et les poussières qui quittent la comète et se dispersent dans le ciel réfléchissent la lumière solaire. Et donc, on a cette typique allure cométaire avec un coma et la queue, avec deux queues, une queue de poussière et une queue de gaz ionisés. Donc, on appelle comète tout ce qui a ce type d'allure et donc qui est en train de perdre, de sublimer des volatiles. Si vous voyez un objet distant, par exemple un objet transneptunien, il n'y a aucun doute que si vous le transportiez près du Soleil, il commencerait à se comporter comme une comète. Mais vu qu'il est loin, les volatiles ne subliment pas, l'eau ne sublime pas, et donc on ne dit pas qu'un objet transneptunien est une comète. Un objet transneptunien, mais il n'a pas l'appellation de comète. Donc si on prend les comètes proprement dites, donc les objets qui montrent une activité de sublimation des gaz et d'émission des poussières, ces diagrammes vous montrent leur distribution en termes du demi-grand axe, on a le logarithme du demi-grand axe, et leur inclinaison par rapport au plan du système solaire, par rapport à l'orbite terrestre. Alors, comme vous voyez, il y a une nette cassure dans la distribution des inclinaisons des comètes. Les comètes qui ont un demi-grand axe relativement petit, plus petit que 7 unités astronomiques et demie, ce qui correspond à une période orbitale grosso modo de 20 ans, ont des inclinaisons modérées par rapport au plan du système solaire, de l'ordre de quelques dizaines, 20-30 degrés, avec quelques exceptions qui les poussent à 60 degrés. Mais dès que vous allez au-delà de ce demi-grand axe de 7,5 unités astronomiques, donc pour des objets qui ont une période plus longue que 20 ans, vous voyez que la distribution des inclinaisons change drastiquement. On n'a presque plus une surabondance d'objets à petite inclinaison. Il y a toutes les inclinaisons possibles, de 0 à 180 degrés. 180 degrés, c'est l'inclinaison d'un objet qui est rétrograde, qui tourne autour du Soleil dans le sens inverse des planètes. Okay. Et comme vous voyez, la distribution des inclinaisons, à vue d'œil, est à peu près plate. Et ça, c'est vrai pour toutes les comètes qui sont plus loin que 7,5 unités astronomiques, même très loin, avec des demi-grands axes de 100, 1000, 10 000 unités astronomiques. Et donc, on partage, du point de vue dynamique, les comètes en deux classes. Ces comètes-là, qui ont des inclinaisons relativement petites, on les appelle les comètes de la famille de Jupiter. Donc, comme je disais, elles ont une inclinaison orbitale typiquement entre 0 et 30 degrés. Famille de Jupiter, parce que justement, ont des demi-grands axes inférieurs à 7,5 unités astronomiques, ils croisent l'orbite de Jupiter, leur dynamique est vraiment régie par les rencontres proches avec Jupiter. Les autres objets, on les appelle les comètes à distribution isotrope en inclinaison. Pas un joli nom, mais ça décrit bien ce que c'est. Et historiquement, on les partage en deux groupes, les comètes à longue période et les comètes de la famille d'Halley, selon que leur période orbitale soit plus grand ou plus petit que 200 ans. Pardon. Alors, cette limite de 200 ans est complètement arbitraire. Comme vous voyez dans la distribution, il n'y a aucun changement de distribution d'inclinaison, par exemple, en deçà au-delà de 200 ans. C'est juste une référence historique qui remonte du XVIIIe siècle, parce qu'au XVIIIe siècle, quand on voyait une comète qui arrivait avec une période orbitale inférieure à 200 ans, il y avait un bon espoir d'aller dans les archives historiques et voir que quelqu'un avait déjà vu la comète.
donc d'où les travaux après des Leverrier avec les tisserands, avec les paramètres des tisserands pour identifier la comète lors de deux passages différents. Et si la période orbitale est plus grande que 200 ans, ben, il n'y a pas d'espoir, les astronomes n'étaient pas actifs, on tombait dans les Moyen-Âge, et donc il n'y avait pas de trace des passages précédents de la comète. C'est la seule raison pour mettre cette limite un peu arbitraire à 200 ans entre les comètes de la famille de la famille d'Halley et les comètes à longue période, mais ces deux familles ont la propriété d'avoir une distribution isotrope en inclinaison. Alors, en regardant l'existence des comètes de la famille de Jupiter, donc cette concentration d'inclinaison entre 0 et 30 degrés, ben, quelqu'un, en particulier un astronome qui s'appelle Julio Fernandez, un astronome uruguayen, avait dit ben, ces comètes doivent donc provenir il doit exister un disque d'objets au-delà de Neptune qui est le réservoir de ces comètes. Et ça doit être un disque, parce que ça doit être confiné en inclinaison, pour donner des comètes à la fin qui ont des inclinaisons qui ne sont pas très grandes. Donc en fait, c'est la première fois dans cet article de 1980 où on donne un indice fort de l'existence en fait, de la ceinture de Kuiper qu'on commencera à découvrir à partir de 1992. Alors, direz-vous, pourquoi la ceinture de Kuiper s'appelle la ceinture de Kuiper et pas la ceinture de Fernandez? Et c'est une bonne question, parce que Gerhard Kuiper, avant lui, donc un astronome hollandais, d'origine hollandaise, mais qui a fait la plus grande partie de sa carrière aux États-Unis, en 1951 avait écrit un article très spéculatif disant les planètes s'étendent jusqu'à 30 unités astronomiques avec Neptune. Il n'y a pas de sens, ça n'a pas de sens que le système solaire s'arrête brutalement avec une planète. Il doit y avoir un tas de petits trucs plus loin. Il doit former une ceinture. Alors on ne sait pas très bien ce qui reste de ces ceintures avec la formation planétaire. Mais bon, il peut y avoir quelque chose. Et donc voilà, les astronomes ont décidé d'attribuer les noms de Gerhard Kuiper à cette population qu'on a découvert ensuite. Et parfois, on ne l'appelle pas simplement la ceinture de Kuiper, on l'appelle la ceinture de Edgeworth-Kuiper, parce qu'il y avait un ingénieur irlandais, ce n'était même pas un astronome professionnel, mais c'était une sorte d'astronome amateur, éclairé, un savant, et qu'en 1938, juste après la découverte de Pluton, on avait dit Pluton ne me semble pas très bien grand, et donc probablement il n'est pas le seul, il doit y avoir une ceinture des corps équivalents. Donc parfois, aujourd'hui on l'appelle ceinture d'Edgeworth-Kuiper, parfois ceinture de Kuiper. Personne nomme Fernandez, mais finalement, les raisonnements les plus scientifiques, c'est celui de Julio Fernandez en 1980 pour prédire l'existence de la ceinture de Kuiper. Bon, on a vu la semaine passée que cette population transneptunienne, cette ceinture de Kuiper, est composée de plusieurs sous-populations. On avait la population froide, la population chaude, la population résonante, les disques dispersés, les disques fossilisés. Donc maintenant qu'on sait tout ça, la question légitime est, mais d'où viennent ces comètes de la famille de Jupiter? Et la réponse est que c'est les disques dispersés qui est sans doute les réservoirs prédominants pour deux raisons. Parce qu'il est le plus peuplé. Je vais indiquer les masses de l'estimation des masses totales la semaine passée. Donc on estime qu'il y a en tout une masse équivalente à la masse de Mars à peu près dans les disques dispersés. Et surtout, il est intrinsèquement instable. Alors, pour vous rappeler, les disques dispersés viennent de la dispersion des planétésimaux, des objets, qui étaient à l'origine au voisinage des planètes. Donc ici, vous avez un diagramme, une animation, qui vous montre les demi-grands axes des orbites et la distance périhélique des orbites, donc la distance au Soleil au point le plus proche le long de l'orbite. Donc cette ligne est la ligne d'excentricité nulle, rien ne peut être dans ce triangle. Donc au départ, on met une planète Neptune et des petits corps sur une orbite circulaire d'une part et d'autre de Neptune, et on voit que très vite, Neptune, par le biais des rencontres proches, disperse cette population à un demi-grand axe en gardant une distance périhélique grosso modo constante, d'où les noms disques dispersés. Et puisque ces objets sont soumis continuellement aux rencontres avec Neptune et ses balades, à un moment donné, peuvent disparaître, peuvent être éjectés du système solaire, peuvent être injectés dans les systèmes solaires internes, donc devenir justement comètes. Et vous voyez justement ici les nombres d'objets qui survivent, qui restent dans les disques dispersés en fonction du temps, sur 4 milliards d'années depuis l'origine
jusqu'à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, il reste environ 1% des objets qui existaient au départ. Donc, puisque ce disque dispersé est très peuplé, en plus les objets continuent à partir, parce qu'ils sont tous dynamiquement instables, clairement, c'est la composante de la population transneptunienne qui domine les flux des comètes. Alors, on avait vu aussi la semaine passée que quand un objet, la dynamique d'un objet est dominée par les rencontres proches avec une planète, et cette planète se trouve sur une orbite qui est grosso modo circulaire, ce qui est une assez bonne approximation pour les planètes géantes du système solaire, ben, il y a ce paramètre des Tisserand qui est constant. Alors, les paramètres des Tisserand donnent des courbes dans l'espace demi-grand-axe excentricité. Donc, par exemple, ici, on prend une planète, on dit que cette planète est à la distance 1 normalisée du Soleil, donc les courbes noires, c'est les limites pour croiser l'orbite de la planète. Si vous êtes ici, vous avez un demi-grand-axe et une excentricité qui vous place dans cette région-là, vous croisez l'orbite de la planète. Si vous êtes ici ou là, vous êtes complètement à l'extérieur de l'orbite de la planète ou complètement à l'intérieur de l'orbite de la planète et vous ne la croisez pas. Ces courbes rouges sont des courbes de niveau du paramètre de Tisserand. Et donc, quand vous avez des rencontres avec la planète, votre orbite change, mais il ne peut pas changer n'importe comment, il doit changer d'un point à l'autre de la même courbe qui correspond aux mêmes valeurs du paramètre de Tisserand. Et vous voyez que quand une comète, un objet a une distance périhélique qui coïncide avec la distance de la planète, donc là, on est près de cette courbe noire, ben la courbe du paramètre Tisserand est presque parallèle à une courbe distance périhélique égale constante. Et quand vous êtes de l'autre côté, vous avez l'aphélie proche de la distance de la planète, donc le paramètre de Tisserand est aussi une courbe assez proche de la courbe aphélie égale constant. Donc pour des objets qui sont tangents à l'orbite de la planète, en gros, l'évolution par rencontre proche conserve la distance périhélique si vous êtes à l'extérieur de l'orbite de la planète, ou la distance aphélique si vous êtes à l'intérieur de l'orbite de la planète. La distance aphélique est la distance la plus grande sur l'orbite elliptique, la distance périhélique est la distance la plus petite sur l'orbite elliptique. Donc du coup, on peut changer les coordonnées et représenter ces diagrammes-là dans ces coordonnées-ci, donc qui vous montrent la distance périhélique et la distance aphélique. Du coup, les courbes pour croiser la planète deviennent simplement des droites. Vous croisez la planète si votre distance périhélique est inférieure à 1 et votre distance aphélique est plus grande que 1. Donc vous croisez la planète si vous êtes ici, vous ne la croisez pas si vous êtes là. Et les courbes des Tisserand, on prend cette allure-là. Bien. Donc maintenant, on peut faire un schéma sur comment on peut transférer une comète de la ceinture du disque dispersé vers la région interne du système solaire où après elles sont observées. Donc prenons un objet typique du disque dispersé. Par exemple, un objet qui a une distance périhélique à grosso modo 30 unités astronomiques, donc comme la distance de Neptune au Soleil, légèrement croisant l'orbite de Neptune, une distance aphélique, par exemple, de 50 unités astronomiques. Un tel objet, avec une inclinaison typique d'une dizaine de degrés, typique du disque dispersé, par exemple, pourrait avoir un paramètre de Tisserand de 2,98, bon, peu importe par rapport à Neptune. Donc, suivant les rencontres de Neptune, ce paramètre de Tisserand sera conservé. Donc, l'objet va se balader, comme l'objet du disque dispersé, mais il doit suivre cette courbe. Et à un moment donné, suivant les rencontres, en suivant cette courbe, ben, il peut rentrer, peut s'approcher du Soleil, sa distance périhélique peut diminuer, jusqu'à quand elle devient inférieure à 20 unités astronomiques, ce qui veut dire que maintenant, il commence à croiser l'orbite d'Uranus. Et donc l'objet passe du contrôle de Neptune, donc son évolution était dominée par les rencontres proches avec Neptune, à être un objet dominé par Uranus, donc l'évolution va être dominée par les rencontres proches avec Uranus. Mais cette courbe paramètre Tisserand, quand elle rentre dans le domaine des orbites qui croisent Uranus, va avoir un paramètre de Tisserand par rapport à Uranus de 2,96, donc encore une fois très proche des 3, qui est la limite pour croiser la planète. Et donc l'objet va évoluer selon cette courbe, en évoluant tôt ou tard, sa distance périhélique peut descendre en dessous des 10, donc devenir un croiseur de Saturne. Et donc l'objet maintenant sera dominé par les rencontres avec Saturne. Et cette courbe vous amène dans une région qui croise l'orbite de Saturne avec aussi un paramètre de Tisserand proche des 3, par exemple 2,94. Donc l'objet va évoluer selon cette courbe, et quand la distance périhélique diminue suffisamment, il va croiser l'orbite de Jupiter. Et donc maintenant, sa dynamique sera dominée par les rencontres de Jupiter, et il doit suivre une autre courbe, le paramètre de Tisserand par rapport à Jupiter égale constant,
par exemple 2,82. Donc à la fin, l'objet est parti du disque dispersé, 50 unités astronomiques, et arrivé à l'intérieur du système solaire, donc il fait chaud, donc il pourra sublimer, donc on pourra l'observer comme une comète, et son paramètre de Tisserand sera légèrement inférieur à 3, valeur typique pour les comètes de la famille de Jupiter, parce qu'au départ, son paramètre de Tisserand par rapport à Neptune était légèrement inférieur à 3, et par cette cascade d'une planète à l'autre, en gros, les paramètres de Tisserand ne changent pas beaucoup en passant du contrôle d'une planète au contrôle de la planète suivante. Donc ça, c'est un schéma, bien sûr, c'est comment ces comètes peuvent rentrer et garder un paramètre de Tisserand proche des 3. Les simulations numériques, cependant, montrent quelque chose de très proche. Donc ici, c'est une véritable simulation numérique d'un objet qui est initialement dans les disques dispersés, donc évolue dans ces diagrammes toujours distance pérélique, distance aphélique sur une ligne horizontale. Ça veut dire que la distance pérélique est fixée à la distance de Neptune, 30 unités astronomiques. L'objet se balade en demi-grand axe et donc en aphélie en gardant les pérélies constants. Puis à un moment donné, il bascule et il part à l'intérieur de l'orbite de Neptune. Et donc, il évolue verticalement. Donc, maintenant, c'est la distance aphélique qui est figée à 30 unités astronomiques, la distance de Neptune, et c'est la distance pérélique qui peut descendre. Et quand il arrive à 20 unités astronomiques, c'est Uranus qui prend la relève. Et donc là, il va évoluer un peu comme une sorte de disque dispersé d'Uranus, donc avec pérélie à 20 unités astronomiques et l'aphélie qui se balade. Et puis, il bascule à l'intérieur. Donc, l'aphélie, maintenant, est figée à 20 unités astronomiques, les pérélies descendent. Quand il arrive à 10, c'est Saturne qui les prend en contrôle. Et Saturne, pareillement, on peut l'envoyer vers l'intérieur, vers Jupiter, qui l'envoie vers l'intérieur. Et là, on est à l'intérieur du système solaire avec une distance pérélique inférieure à 2 et une distance aphélique de l'ordre de 5. Alors là, on change de couleur quand l'objet, pour la première fois, atteigne une distance pérélique de 2,5 unités astronomiques, parce que c'est typiquement la distance à laquelle la glace d'eau commence à sublimer en grande quantité. Et donc, la comète commence à être vraiment visible comme comète. Et après que ce premier passage à 2,5 unités astronomiques a eu lieu, on suit l'évolution en rouge, juste pour distinguer les deux phases. Et donc, on voit que la comète se balade et puis elle part dans une sorte de disque dispersé de Jupiter et de Saturne et va très loin jusqu'à quand elle sera éjectée du système solaire. Donc, la vie des comètes est relativement courte, de l'ordre de quelques centaines de milliers d'années seulement à cause des rencontres proches avec Jupiter et Saturne. On peut faire des modèles donc, sur la base des simulations comme celle-ci, en simulant un grand nombre de particules. On peut faire un modèle quantitatif pour voir si tout marche bien, en comparant la distribution orbitale des comètes que les modèles donnent, transférant du disque dispersé vers l'intérieur du système solaire, aux distributions observées. Donc c'est ce qu'on fait là, donc 4 distributions cumulées. Donc ça montre par exemple le nombre d'objets avec une inclinaison plus grande qu'une certaine valeur. Les modèles, c'est la ligne continue. Les observations, c'est la ligne pointillée hachurée. Alors, c'est les observations pour les comètes brillantes, pour être sûr de ne pas en rater, parce que sinon, il y a des biais observationnels qu'il faut corriger, c'est compliqué. Donc, HT plus petit que 10, ça veut dire que la comète est brillante, on ne peut pas l'avoir ratée. Et comme vous voyez, donc, les modèles reproduisent assez bien la distribution des inclinaisons, la distribution des demi-grands axes, la distribution des distances péréliques, la distribution des paramètres Tisserand. Vous voyez justement que les valeurs médianes du paramètre de Tisserand, 2,8 comme dans les schémas de tout à l'heure. Alors c'est un magnifique modèle, mais il y a quand même un paramètre libre. Et le paramètre libre, c'est le nombre d'orbites pendant laquelle la comète est visible une fois qu'elle est devenue active. Les comètes, évidemment, en sublimant des volatiles, elles se consomment. Et d'ailleurs, on voit que les vieilles comètes qui ont fait déjà beaucoup d'orbites, comme la comète d'Encke, par exemple, ne sont pas très actives, ne sont pas très brillantes, et parce qu'il y a moins de volatiles qui sont prêts à dégazer, et à la fin, la comète peut donc devenir dormante, parce que les volatiles sont partis, et donc elle ne sublime plus. Elle est toujours là, physiquement, mais elle a l'allure d'un astéroïde, donc on ne l'appelle plus comète. Et alors, selon la durée de vie physique des comètes, on a des distributions un peu différentes, en particulier pour les inclinaisons. Parce que Jupiter, avec ses rencontres, a tendance à augmenter les inclinaisons, disperser davantage les inclinaisons des comètes. Donc, si les comètes vivaient très peu, seulement quelques orbites avant de devenir éteintes, la distribution des inclinaisons du modèle partirait par là, donc ça n'est pas du tout en accord avec les observations.
Si les comètes étaient actives toujours, jusqu'à quand elles existent dynamiquement, elles auraient une distribution des inclinaisons qui est plus plate, donc encore une fois, pas en accord avec les observations. Et ce magnifique accord est obtenu si on postule que les comètes survivent seulement dès l'ordre de 500 orbites. Et après 500 orbites, même s'ils sont encore dynamiquement dans les systèmes solaires, elles sont plus actives parce qu'ils ont perdu les volatiles. Mais bon, c'est assez intéressant qu'avec un seul paramètre libre, on arrive quand même à fitter 4 quantités a priori indépendantes. Et donc, on considère quand même ça un bon modèle. Et en plus, on voit que les comètes deviennent moins actives avec l'âge. Et donc, il y a du sens à mettre une limite à l'activité physique de ces objets. Donc, si on croit à ces modèles, donc, les simulations numériques nous donnent quelle fraction du disque dispersé est injectée à l'intérieur du système solaire comme comète de la famille de Jupiter aujourd'hui. Et donc, en connaissant le nombre de comètes de la famille de Jupiter, on peut déduire combien d'objets il doit y avoir dans les disques dispersés. Donc, aujourd'hui, on a donc, ce qu'on imagine être un état stationnaire, hein, on ne vit pas dans une période particulièrement spéciale, on a entre 3 et 5 comètes de la famille de Jupiter avec un gros noyau, plus grand que 10 km. Et étant donné l'efficacité de transfert, donc, pour avoir 3-5 comètes à tout moment plus grand que 10 km dans la famille de Jupiter, il faut y avoir entre 40 et 60 millions d'objets de la même taille dans les disques dispersés. Donc c'est énorme, hein, ces disques dispersés, c'est vraiment des gros réservoirs. Surtout si on compare à tout le reste de tous les autres réservoirs de petits corps. Dans la ceinture des astéroïdes, d'objets plus grands que 10 km, il n'y en a que 5000. Et là, on les connaît tous, donc il n'y a pas de biais, ce n'est pas une estimation, c'est simplement compter. Si on regarde les autres sous-composantes de la population transneptunienne, là, c'est une estimation, parce qu'évidemment, on ne connaît pas tous les objets, mais les estimations plus fiables aujourd'hui prédisent qu'il y a environ 5 millions d'objets plus grands que 10 km dans la population chaude, 2 millions dans la population froide. Donc, si vous comparez là avec 50 millions dans les disques dispersés est vraiment 10 fois plus massif, plus peuplé que même la population chaude. Donc, les disques dispersés est de loin la population la plus peuplée. Il est intrinsèquement stable, donc c'est clair que 99,99% des comètes de la famille de Jupiter viennent du disque dispersé, pas de la ceinture de Kuiper classique, population chaude ou population froide. Voilà, donc ceci concerne donc ces comètes-là qui ont une inclinaison modérée, la famille de Jupiter. Venons maintenant aux comètes qui ont une distribution des inclinaisons isotropes en inclinaison. Évidemment, il doit y avoir une source différente, parce que sinon, ils auraient une petite inclinaison. Vous avez bien compris que les objets qui sont en transfert du disque dispersé vers l'intérieur du système solaire partent d'un disque, donc d'inclinaison modérée, et arrivent par les biais des rencontres avec les planètes avec une inclinaison modérée. Donc, vu que ces comètes-là n'ont pas du tout une inclinaison modérée, ils doivent venir d'un autre réservoir. Mais quel est ce réservoir? Alors, la trace, l'indice vraiment important, est cette ligne. C'est l'accumulation de comètes qui ont un demi-grand axe, un log de 4, donc 10 000 unités astronomiques. Et là, l'idée de génie est de Jan Oort, un autre astronome hollandais, qui est passé la plupart de sa vie en Hollande, mais aussi en Irlande, à Armagh. Et donc, Oort fait une considération très, très juste. Il dit d'abord, bon, l'énergie orbitale est liée au demi-grand axe. L'énergie est 1 sur 2 fois le demi-grand axe. Okay. Donc, ça, c'est les comètes qu'on voit arriver avec un demi-grand axe de 10 000 unités astronomiques, donc une énergie de 10-4, 0,5 10-4. Mais quand une comète rentre dans les systèmes solaires et croise l'orbite de Jupiter et Saturne, même si elle n'a pas de rencontre avec Jupiter et Saturne, son orbite est perturbée du simple fait que quand l'objet est loin des planètes, il est sur une orbite keplérienne autour du barycentre du système solaire. Mais quand il commence à rentrer dans la région des planètes géantes, donc il voit que les planètes géantes ne sont pas dans les soleils, hein, chacun a sa position, donc il a une orbite keplérienne toujours autour du barycentre du système solaire. Mais là, on s'aperçoit que les barycentres du système solaire ne coïncident pas avec les soleils quand on rentre à l'intérieur du système solaire, à cause de la masse de Jupiter. Jupiter a une masse qui est 10-3 masse solaire,
Donc la distance entre les barycentres du système solaire et les soleils est de 10-3 fois la distance Jupiter-Soleil, donc 10-3 fois fois 5 unités astronomiques. Donc quand une comète passe dans la région des planètes géantes, même si elle n'a pas de rencontre avec les planètes géantes, et après il se répare loin, son énergie va changer de manière aléatoire d'une grandeur qui est de l'ordre de 10-3. Mais 10-3 est 10 fois plus grand que 10-4. Et donc Oort dit, ben alors ces comètes-là qu'on voit arriver avec une énergie de 10-4, ils doivent être en train de rentrer dans le système solaire pour la première fois. Ils n'ont pas encore été perturbés par Jupiter et Saturne. Ce sont des nouvelles comètes. Et donc, les réservoirs doivent être là, doivent être placés à 10 000 unités astronomiques, parce que ça, c'est les nouvelles comètes. Et les autres, c'est juste des comètes qui reviennent avec des énergies moindres, dû au fait que, passage après passage, en accumulant des perturbations de l'ordre de 10-3, ben, on peut diffuser en énergie et donc en demi-grand axe et diminuer le demi-grand axe vers des valeurs plus petites. Et c'est vraiment une grande intuition de Oort, un raisonnement très, très efficace, très rigoureux, qui donc nous dit qu'il doit y avoir un réservoir très, très, très loin dans le système solaire pour ces comètes-là. Et donc, à juste titre, ces réservoirs s'appellent nuages de Oort. Donc, les nuages de Oort s'appellent nuages parce qu'à l'évidence, ce n'est pas un disque, vu qu'ils nous donnent des comètes qui ont toutes les inclinaisons possibles. C'était un disque qui nous donnerait, comme les disques dispersés, des comètes qui ont des inclinaisons confinées. Mais en fait, avoir toutes les inclinaisons possibles, ça ne suffit pas lui-même à définir un nuage. Encore une fois, c'est la dynamique orbitale. Si vous avez un ensemble d'orbites qui ont toutes les inclinaisons possibles, mais ils ont tous les mêmes arguments du Pirelli et longitude du nœud, vous n'avez pas un nuage, vous avez un ballon de rugby. Donc, pour avoir un nuage, il faut que aussi, pas seulement toutes les inclinaisons existent, mais aussi toutes les valeurs possibles des arguments du Pirelli et de la longitude du nœud existent. Et c'est effectivement ce qu'on observe. Si on regarde les comètes nouvelles, donc ces comètes qui descendent depuis 10 000 unités astronomiques, on voit que leur distribution en argument de Pirelli est statistiquement plate et la distribution des longitudes du nœud est statistiquement plate. Donc la distribution dans ces réservoirs n'est pas un ballon de rugby comme celui-là, il est bien une sorte de rosette, des nuages comme ça, donc des orbites elliptiques orientées dans toutes les directions. Et donc ceci est l'image que je vous avais, des dessins que je vous avais montrés lors de l'introduction la semaine passée. Donc cette image du nuage de Oort, donc grand réservoir sphérique, parce que fait d'objets qui ont des orbites uniformément distribuées dans l'espace, très grand, 10 000 unités astronomiques, et les disques, la ceinture de Kuiper, juste un petit truc qui se trouve là au centre. Voilà, ça c'est remarquable. Par ailleurs, dans cette histoire des comètes nouvelles, là, dans ce qu'on appelle les pics de Oort, a aujourd'hui une grande importance. L'Agence spatiale européenne est en train de construire une mission qui s'appelle Comet Interceptor, et les cas scientifiques est justement d'attendre, donc on va lancer des satellites, on va les parquer près de la Terre, un point d'équilibre de Lagrange, et on va attendre qu'une de ces comètes-là rentre dans les systèmes solaires pour la l'étudier, envoyer les satellites vers cette comète, parce que justement on veut observer une comète qui n'a jamais vu le Soleil de près depuis son origine. Et donc cette notion de vraiment nouvelle comète, première rentrée dans les systèmes solaires, est une notion très très importante. Voilà. Alors la question est, mais si les comètes sont là dans ces réservoirs à 10 000 unités astronomiques, pourquoi de temps en temps elles rentrent chez nous? Et la raison est que le système solaire n'est pas isolé. Évidemment, il est dans la galaxie, dans la Voie lactée. Et le Soleil est une étoile de la Voie lactée. Et les plans du système solaire, là où il se trouvent les planètes, la ceinture des astéroïdes, la ceinture de Kuiper, les disques dispersés, est incliné de 120 degrés par rapport au plan galactique. Donc c'est ça, c'est le plan galactique, le système solaire orbite comme ça. 120 degrés, c'est plus que 90 degrés. Ça veut dire qu'en fait, tous les objets du système solaire sont rétrogrades par rapport au mouvement du Soleil autour du centre galactique. Donc, quand vous êtes sur... Imaginons par exemple que le Soleil soit sur les plans galactiques, ce n'est pas tout à fait vrai, mais bon, imaginons
première approximation qui soit sur les plans galactiques. Donc ça, c'est le plan du système solaire. Plus vous êtes loin du Soleil, plus vous avez une hauteur z par rapport au plan de la galaxie. Okay. Et donc, l'objet subira une force de gravité exercée par les plans, la distribution des masses sur les plans galactiques, qui est donnée par cette formule qui dépend de la densité locale de la galaxie à cet endroit-là et l'hauteur z à laquelle vous êtes. Okay. Évidemment, le Soleil n'est pas tout à fait sur les plans galactiques, il a aussi une certaine hauteur par rapport aux plans galactiques. Et donc, il y aura le Soleil subit aussi une force par les plans galactiques. Et la différence des forces entre l'objet et le Soleil dépendra de la différence de l'hauteur par rapport au plan galactique du Soleil et de l'objet, donc Z moins Z0 ou Z0 est l'hauteur du Soleil sur les plans galactiques. Et donc la force que l'objet va subir par rapport à la force que le Soleil va subir, donc les différentiels de la force, la différence des forces, sera comme ici, donc proportionnelle à la densité galactique, et la différence d'auteur Z entre l'objet et le Soleil. Donc on parle de marée galactique dans ces cas-là. Donc en astronomie, on utilise le terme marée à chaque fois que ce n'est pas vraiment la force qui nous intéresse, mais la différence des forces qui agissent sur l'objet central, l'étoile, et sur les plus petits objets, planètes ou petits corps, qui est en orbite autour de l'étoile. Et donc, quand la différence des forces rentre en jeu, on parle des marées, par analogie avec la marée terrestre. La marée terrestre, la raison pour laquelle l'eau monte et descend, et quand elle monte quelque part, elle s'en va quelque part ailleurs, et c'est dû justement à la différence des forces que la Lune exerce sur la Terre à un endroit ou à l'autre. Quand l'eau monte en Bretagne, c'est parce que la force que la Lune exerce sur l'eau en Bretagne est plus forte que la force qu'elle exerce en Amérique du Nord. Et donc l'eau se transfère, quitte l'Amérique du Nord pour chercher d'aller vers la Lune en Bretagne. Après, la Lune se déplace et les choses s'inversent. C'est pour ça qu'on a les courants marées. Donc la marée est toujours, en mécanique céleste, en astronomie, la différence des forces. Quand il y a les différences de forces en jeu, on parle des marées. Très bien. Donc un objet est donc subi sur une orbite et subit une force verticale dirigée en Z. Donc, alors, cherchons de voir quel est l'effet de cette force. Alors, comme toujours, j'essaie de ne pas utiliser les maths, utiliser des dessins et des vecteurs pour vous expliquer avec la main la phénoménologie. Donc, celle-ci est une orbite elliptique et inclinée. Donc, on a là un repère X, Y, Z. X, Y ici, par exemple, c'est les plans galactiques et Z est la direction verticale par rapport au plan galactique. Donc, la partie assurée de l'orbite est en dessous, donc à Z négatif, en dessous du plan XY. La partie continue est au-dessus, et la ligne dans laquelle l'orbite croise les plans XY, c'est cette ligne continue qu'on appelle la ligne des nœuds. Voilà, donc on a un objet, puisque le système solaire est incliné par rapport au plan galactique, donc les orbites sont inclinées par rapport au plan galactique. Donc il y aura un point sur cette orbite qui est le point d'auteur Z maximal, qui a priori ne coïncide pas avec l'aphélie ou le périhélie. Donc prenons deux points qui ont, d'une part et l'autre de ce point de Z maximal, d'auteur Z maximal, deux points qui ont la même hauteur Z. Donc la force exercée par la galaxie sur ces deux objets, c'est la même. Donc toujours dirigée comme l'axe Z, toujours vers le bas, et avec la même intensité, parce qu'on a vu que la force est proportionnelle à l'hauteur Z. Donc c'est la même force que l'objet subit ici et subit là. Mais dans cette partie de l'orbite, l'objet est en train de monter pour aller vers les points maximaux, et dans ce point de l'orbite, l'objet est en train de descendre, parce qu'il quitte les points d'auteur maximal. Donc ici, vous aurez que cette force exerce un travail négatif. Le travail, c'est le produit de la force fois le déplacement. Donc la force est dirigée dans la direction opposée du déplacement. L'objet monte et la force le tire vers le bas. Ici, la force exerce un travail positif. La force pousse vers le bas et l'objet est en train de descendre vers le bas. Mais c'est le même produit, parce que c'est la même hauteur, la même force, et c'est la même vitesse de déplacement. Et donc, quand vous faites la somme, travail négatif et travail positif, même valeur, mais signe opposé, la somme fait 0. Donc, ça veut dire qu'en moyenne,
cette force verticale exerce un travail nul. Et le travail d'une force, c'est ce qui fait changer l'énergie. Donc, travail nul, ça veut dire que l'énergie est constante. Et l'énergie est liée au demi-grand d'axe, la formule de tout à l'heure. Énergie égale 1 sur 2 fois les demi-grand d'axe. Donc, les demi-grand d'axe restent constants, même si l'objet subit cette force verticale due à la concentration de la masse, à la distribution de la masse sur les plans galactiques. D'autre côté, ces deux forces sont bien les mêmes, mais ils sont exercés à deux endroits de l'orbite un peu différents. Par exemple, ce point-là est plus proche de l'aphélie que ce point-là, donc il sera plus distant de l'étoile que celui-là. Donc, l'effet net n'est pas nul, et il y a un couple donc, qui exerce un changement net du moment cinétique orthogonal à l'orbite, qui donc va faire changer les moments cinétiques de l'orbite. Sauf dans des cas bien spécifiques, ce sont des cas de symétrie. Ces cas de symétrie ont lieu quand l'argument de Peretti égale à pi demi au 3 demi pi. Dans ces cas-là, l'aphélie correspond à la distance au point de z maximal, ou oméga égale 0 ou pi. Dans ces cas-là, les Peretti et l'aphélie sont sur les plans. Dans ces cas-là, l'orbite est parfaitement symétrique, et donc les couples positifs et négatifs exercés d'une part et d'autre de l'orbite s'annulent aussi, comme les travails s'annulent dans ces cas-là. Mais dans tous les autres cas, effectivement, les travails nuls, les demi-grand d'axe, l'énergie ne change pas, les demi-grand d'axe ne changent pas, mais les moments cinétiques orthogonaux à l'orbite changent bien. Et ces moments cinétiques s'écrivent comme les produits du demi-grand d'axe fois 1 moins l'excentricité au carré, tout sur racine carrée. Et donc, ces moments cinétiques changent, le demi-grand d'axe ne change pas, c'est l'excentricité qui doit changer. Donc, à cause de ces forces verticales, l'excentricité change, et change de vitesse différente, avec un signe différent, selon les valeurs de oméga. Et oméga continue à précesser, parce qu'on a vu la dernière fois, dès qu'on n'est pas seul dans l'univers, les orbites keplériennes précessent. Et les mouvements s'annulent seulement quand oméga a ces valeurs-là. Donc, une autre chose est que, vu que cette force est dirigée verticalement, donc la composante z du moment cinétique est nulle, parce qu'évidemment, cette force verticale ne peut pas créer un couple dans la direction verticale. Et la composante z du moment cinétique est le moment cinétique fois le cosinus de l'inclinaison. C'est quantité constante, donc ça veut dire que quand l'excentricité change, l'inclinaison doit changer de façon anticorrélée. L'excentricité augmente, l'inclinaison diminue, l'excentricité diminue, l'inclinaison augmente. Et donc, ce qui se passe est ça. Quand vous êtes loin du Soleil, donc à très grande hauteur galactique par rapport au Soleil, vous êtes soumis à cette force Z qui est importante. Et si vous avez, par exemple, une inclinaison par rapport au plan galactique de 50 degrés, une demi-grand d'axe, disons 10 000 unités astronomiques, une distance pérélique initialement de 45 unités astronomiques, avec un argument de Peretti de 0 par rapport à la galaxie. L'argument de Peretti tourne, c'est la précession, et donc dès que l'argument de Peretti n'est pas 0, l'excentricité augmente, et donc la distance pérélique de l'objet diminue, jusqu'à quand l'argument de Peretti est 90 degrés, et puis, avec la précession de l'argument de Peretti qui continue, l'excentricité rediminue, et donc la distance pérélique augmente, jusqu'à arriver à 180 degrés. 180 degrés, c'est nouvelle inversion, l'excentricité reprendre à augmenter, la distance pérélique reprendre à descendre, et après 270 degrés, rebelote, l'excentricité diminue, la distance pérélique augmente. Donc c'est l'effet de cette force verticale exercée par les plans galactiques est donné cette excursion du Peretti de l'objet qui est initialement un Peretti qui est au-delà des planètes, et à un moment donné, va avoir un Peretti de moins de 30 unités astronomiques, donc on va commencer à croiser l'orbite des planètes. Et si l'orbite a une inclinaison par rapport au plan galactique encore plus grande, c'est le même processus, mais plus marqué. Et donc là, la distance pérélique peut descendre à moins de 5 unités astronomiques, 2 unités astronomiques, et donc peut amener l'objet à passer au Peretti suffisamment près pour commencer à sublimer et se comporter comme comètes. Donc les comètes sont injectées à l'intérieur du système solaire seulement
enfin, les comètes qui sont injectées du nuage de Oort à l'intérieur du système solaire sont seulement celles qui ont une très grande inclinaison galactique. Et donc, si on revient à notre schéma, donc ça c'est le plan galactique, ça c'est le plan du système solaire, il y a une sorte de cône. Donc, à l'intérieur de ces cônes, les objets du nuage de Oort peuvent décroître leur distance périhélique suffisamment pour rentrer à l'intérieur du système solaire et devenir comètes actives. Mais si vous êtes à l'extérieur de ces cônes, parce que vous avez une inclinaison trop petite par rapport au plan galactique, ben vous ne le devinez pas. Donc, il y a seulement une partie du nuage de Oort qui est active. Et c'est pour ça que cette cône s'appelle le loss cone en anglais, donc les cônes de perte ou les cônes d'alimentation. C'est la région qui alimente ces comètes nouvelles et donc les comètes après à longue période et de la famille d'Halley. Évidemment, si on en restait là, ben, les objets qui sont à l'intérieur de ces cônes seraient déjà partis et aujourd'hui on n'aurait plus de comètes qui viennent du nuage de Oort. Donc le fait qu'il y ait encore des comètes qui viennent du nuage de Oort, ça veut dire qu'une fois qu'on a perdu ces comètes dans la zone qui les injecte dans le système solaire, ben, il y a d'autres comètes qui rentrent dedans. Et ces comètes viennent des autres régions du nuage de Oort grâce au passage d'étoiles. La galaxie n'est pas seulement un continu de matière, c'est aussi un ensemble d'étoiles. Et de temps en temps, les étoiles passent relativement proches du système solaire, perturbent les comètes du nuage de Oort avec des rencontres plus ou moins proches. Et donc des comètes qui n'étaient pas initialement dans les cônes d'alimentation, sont déplacés dans les cônes d'alimentation et donc peuvent rentrer à l'intérieur du système solaire. C'est pour cette raison qu'encore aujourd'hui, on reçoit des comètes depuis le nuage de Oort. Alors, tout ça, c'est des schémas. Évidemment, il faut remettre tout ça en simulation. Vous l'avez bien compris. La preuve finale est toujours passée par un modèle mathématique, de simulation numérique, et comparer les résultats aux observations. Donc, c'est le travail que Wiegert et Tremaine ont fait en 1999. C'est vraiment un papier magnifique, très, très, très détaillé. Et donc, ils simulent, ils ont calculé, donc en supposant un nuage de Oort sphérique, quel est le demi-grand axe des comètes qui rentrent à l'intérieur du système solaire pour la première fois. Et donc, elle trouve voilà, cet histogramme, donc l'énergie des comètes est de l'ordre de 2-10-5 à 4-10-5, donc le demi-grand axe est de l'ordre de 25 000 à 50 000 unités astronomiques. Et ici, il y a une limite très nette, parce que les comètes qui sont plus loin sont perdus dans l'espace interstellaire très facilement. Ils n'ont pas d'énergie de liaison au Soleil, donc avec les passages des étoiles, ils sont perdus dans la galaxie. La limite ici, c'est une barrière assez raide, mais pas tout à fait nette. Ceci est ce qu'on appelle la barrière de Jupiter. Alors, cette barrière de Jupiter est due au fait que pour voir une comète dans les pics de Oort, donc il faut que cette comète ait une énergie de l'ordre de 10-4, par définition, des pics de Oort. Mais si donc les comètes sont visibles seulement si leur périhélie, disons, est inférieure à 3 unités astronomiques, 2,5 unités astronomiques. Donc il faut que la comète, qui initialement avait une distance périhélique au-delà de Neptune, puisse décroître sa distance périhélique pour passer d'au-delà des 30 de la distance de Neptune ou la distance de Saturne à moins de 3 unités astronomiques en une seule orbite. Parce que s'il prenait plusieurs orbites, dès qu'il commence à orbiter et passer dans la région des planètes géantes, son énergie va changer de 10-3, et donc on ne va pas la retrouver dans les pics de Oort. Et donc, si la comète doit décroître son périhélie de plus de 10 unités astronomiques à moins de 3 unités astronomiques en une orbite, elle doit être relativement loin, parce que si elle est à un demi-grand axe plus petit, la période orbitale est plus courte, l'effet de la marée galactique est moindre, et donc la comète n'arrive pas à décroître son distance périhélique d'autant en un seul passage. Donc, ce qu'on voit, donc la limite du pic de Oort, 25 000 unités astronomiques, n'est pas le bord interne du nuage de Oort, c'est juste le bord interne de la partie active du nuage de Oort, d'où les nouvelles comètes peuvent provenir. Et donc, si on regarde le flux observé des nouvelles comètes et l'efficacité d'injection,
ben, on trouve que les comètes qui ont un diamètre supérieur à 10 km dans les nuages de Oort doivent être de l'ordre de 1 milliard. Donc c'est encore plus que dans les disques dispersés où on avait besoin de 50 millions d'objets. Donc c'est 20 fois plus. Donc les nuages de Oort est de loin la population des petits corps la plus grande du système solaire. Et si on regarde les coordonnées galactiques des comètes nouvelles, quand elles rentrent pour la première fois dans les systèmes solaires, donc les modèles nous disent que les comètes devraient avoir des hautes latitudes, des hautes inclinaisons galactiques, parce que ces cônes d'injection marchent seulement pour les grandes inclinaisons. Évidemment, quand l'excentricité augmente, l'inclinaison diminue, donc on peut s'approcher relativement au plan galactique, mais il y a quand même un dépeuplement près du plan galactique à cause de ces signatures du mécanisme d'injection. Ça, c'est ce que les modèles prédisent, ça, c'est ce qu'on observe. Donc on voit effectivement qu'il y a un déficit autour du plan galactique, mais pas aussi prononcé que dans les modèles. Et c'est la raison est que dans les modèles, on prend en compte seulement la marée galactique, la force de la galaxie, mais en réalité, il y a aussi les rencontres avec les étoiles qui rajoutent du bruit au processus et permet aussi d'injecter des comètes directement, même s'ils ne sont pas tout à fait dans les cônes des pertes. Et donc ça, c'est les comètes nouvelles. Et après, une fois qu'elles sont rentrées une fois dans le système solaire, une partie est éjectée tout de suite, une autre partie subit un changement de demi-grand axe qui diminue. Et donc, si on suit une comète passage après passage, et on regarde la distribution totale des énergies, donc l'inverse des demi-grand axes, au départ, donc les premières apparitions en demi-grand axe de 10 000, 20 000 unités astronomiques, donc une énergie de 10-4, mais avec les comètes qui reviennent, et donc les demi-grand axes est réduit par les rencontres planétaires, vous avez une distribution d'énergie qui devient de plus en plus liée au Soleil, donc un demi-grand axe de plus en plus petit. Donc ça, c'est ce que les modèles prédisent, et ça, c'est ce qu'on observe, donc complètement différent. Et pour reproduire ce qu'on observe, il faut postuler qu'en fait, très peu de comètes survivent physiquement au premier passage et donc peuvent être réobservées lors des passages successifs. Et donc on a vu tout à l'heure que pour reproduire proprement la distribution des inclinaisons des comètes de la famille de Jupiter, il faut postuler qu'une comète, grosso modo, puisse survivre physiquement à 500 orbites. Là, pour expliquer cette distribution des demi-grand axes ou des énergies par rapport à ce qu'un modèle où les comètes ont une vie physique infinie prédit, nécessite qu'une comète puisse être active seulement une orbite ou quelques orbites. Donc pourquoi une telle différence de vie physique entre les comètes qui viennent du nuage de Oort et les comètes de la famille de Jupiter? On pense que c'est dû justement au mécanisme d'injection. Pour une comète du nuage de Oort, le mécanisme d'injection est brutal. Donc, dans une seule orbite, on passe du nuage de Oort à l'intérieur du système solaire. Donc, on passe pratiquement des 3 Kelvin à 200, 300 ou plus Kelvin, c'est la distance du Soleil. Donc, l'eau commence à évaporer de façon plutôt explosive. Et d'ailleurs, on voit pas mal d'objets, des comètes qui proviennent du nuage de Oort qui explosent lors du passage au périhélie, se fragmentent en vol. Et ce type de fragmentation a été observé plusieurs fois. Alors que les comètes de la famille de Jupiter, vu qu'ils font tous ces passages, ils commencent à intersecter l'orbite de Neptune, puis l'orbite d'Uranus, puis l'orbite de Saturne, puis l'orbite de Jupiter, chauffent doucement, quoi. Et donc, ils peuvent commencer à sublimer un tout petit peu et ils subissent moins de chocs thermiques. Alors, on peut expliquer avec les mains, on n'a rien de plus solide que ça. Mais effectivement, on ne voit pas les comètes de la famille de Jupiter exploser et se fragmenter, alors qu'on voit les comètes à longue période, les nouvelles comètes provenant du nuage de Oort, effectivement, éclater en plusieurs morceaux. Alors, comment ce nuage de Oort s'est formé, du coup? Bon, on sait qu'il y en a un, parce qu'on voit les comètes qui viennent de là, mais évidemment, le nuage de Oort doit s'être formé de quelque manière. Jusqu'à présent, on a juste vu la formation du disque dispersé. Mais justement, quand un objet se trouve dans les disques dispersés, il se balade dans le système solaire, il peut aller très loin, il est dans les disques dispersés, donc il a une inclinaison relativement mineure par rapport au plan du système solaire, mais encore une fois, le plan du système solaire est très incliné par rapport au plan galactique. Et donc, il y a encore cette histoire des marées galactiques qui rentrent en jeu.
Quand on est suffisamment loin, la marée galactique devient forte. Et la marée galactique, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle fait changer l'excentricité et l'inclinaison de manière couplée. Donc, quand l'inclinaison, donc on sort, on s'éloigne de la région planétaire dans les disques dispersés à haute inclinaison galactique. Quand l'inclinaison galactique diminue, l'excentricité augmente, donc la distance périhélique diminue, donc on est injecté à l'intérieur du système solaire, on va plus profondément à l'intérieur du système solaire. Quand l'inclinaison galactique augmente, l'excentricité diminue, donc la distance périhélique augmente. Et si la distance périhélique augmente, l'objet qui initialement était dans les disques dispersés, donc au périhélie passé près de Neptune, avec une périhélie de l'ordre de 30 unités astronomiques, si les distances périhéliques augmentent, il se détache de Neptune. Il n'a plus de rencontre avec Neptune. Et donc, du coup, il est figé, il est bloqué dans les nuages de Oort. Il n'est plus dans les disques dispersés, il est kidnappé des disques dispersés pour rentrer dans ce réservoir qui est le nuage de Oort. Et donc, les nuages de Oort se forment déjà de manière automatique, je dirais, par une formation, avec des comètes à très haute inclinaison galactique. Et évidemment, il y a aussi une précession autour de l'axe orthogonal au plan galactique. Et si on combine donc cette grande inclinaison avec la précession, ben vous avez qu'autour de l'axe orthogonal au plan galactique, vous pouvez transformer une orbite qui initialement était prograde par rapport au système solaire en une orbite rétrograde par rapport au plan du système solaire. Et donc, vous avez la construction du nuage par ces biais. Simulation numérique. Donc, comme tout à l'heure, ça démarre par le même type de simulation de celle que je vous ai montrée tout à l'heure pour les disques dispersés. Donc, on place, donc on est bien dans un diagramme distance périhélique, bon, cette fois demi-grand axe. L'orbite circulaire est celle-là, donc rien ne peut être dans ce triangle. On place des corps entre 5 unités astronomiques et 40 unités astronomiques sur une orbite initialement circulaire, mais il y a les planètes, on place les planètes géantes à l'intérieur, et on regarde ce qui se passe. Dans les simulations que je vous ai montrées tout à l'heure sur les disques dispersés, il n'y avait que Neptune, il n'y avait que les planètes, il n'y avait pas l'effet de la galaxie. Dans cette simulation, on rajoute l'effet de la marée galactique. Et donc, voilà ce qu'on voit. Donc, les différentes couleurs, juste vous rappellent d'où on vient. Et voilà ce qu'on voit. Donc, il y a cette formation du disque dispersé, donc comme normal, comme celle qu'on a vue tout à l'heure. Mais vous voyez que dès que les objets s'éloignent et arrivent à une distance de demi-grand axe de 10 000 unités astronomiques, ben, ils montent en distance périhélique et quittent les disques dispersés. Et c'est bien l'effet de la marée galactique, c'est l'effet que je vous ai expliqué, parce qu'on sort à grande inclinaison par rapport au plan galactique, et l'inclinaison peut encore monter, et l'excentricité diminuer, et donc on arrive à construire ces réservoirs, et après, toujours, avec la marée galactique, les objets sont verticalement mobiles, donc de temps en temps, un objet qui est ici peut redescendre et rejoindre à nouveau les disques dispersés. Donc vous avez ici la formation de deux structures, les disques dispersés et les nuages de Oort. Les nuages de Oort n'est rien d'autre qui est l'appendice distante du disque dispersé qui se forme à cause de la marée galactique à des distances au-delà des 10 000 unités astronomiques où la marée galactique devient importante étant donné la densité de la galaxie qui est ce que c'est. Quand le Soleil était dans un amas stellaire, sans doute la densité était plus grande et donc cette frontière n'était pas 10 000 unités astronomiques mais pouvait être à quelques milliers d'unités astronomiques, un millier d'unités astronomiques, voire une fraction d'unités astronomiques, comme ça sera important pour la deuxième partie de ces cours. Et donc, vous voyez ici, vous retrouvez tous les objets bleus, jaunes, rouges, noirs. Dans les disques dispersés, vous trouvez surtout des objets plutôt rouges, donc les objets qui étaient près de Neptune. Les objets qui étaient initialement plus près de Jupiter et Saturne statistiquement ont du mal de rester dans les disques dispersés, alors que vous pouvez les retrouver dans les nuages de Oort. Donc, en gros, c'est la même source d'objets, mais les nuages de Oort pourraient échantillonner des planétésimaux qui se sont formés plus à l'intérieur de la région des planètes géantes, alors que dans les disques dispersés, on échantillonne vraiment la région proche de Neptune. Donc, les comètes qui nous proviennent du nuage de Oort, les comètes de la famille des Jupiter qui proviennent du disque dispersé, devraient être physiquement très semblables, chimiquement aussi, mais pourrait y avoir un peu de différences statistiques à cause de la présence de ces objets qui se forment plus à l'intérieur et qui n'ont
pas beaucoup de probabilité de rester dans les disques dispersés aujourd'hui. Donc ça, c'est pour la distance périhélique par rapport au demi-grand axe. On peut faire la même réflexion par rapport à l'inclinaison. Donc c'est la même simulation tout à l'heure, mais maintenant, au lieu de montrer des distances périhéliques demi-grand axe, je montre inclinaison par rapport au plan galactique, demi-grand axe. Et donc, vous avez que les objets sont dispersés dans les disques, en demi-grand axe dans les disques dispersés en gardant une inclinaison limitée par rapport au plan du système solaire à 120 degrés. Mais quand vous arrivez à 10 000 unités astronomiques, la marée galactique ne change pas seulement l'excentricité et la distance périhélique, change aussi l'inclinaison, et vous avez toutes les inclinaisons de 0 à 180 degrés qui deviennent possibles. Donc, vous avez vraiment construit votre nuage de Oort sphérique. Voilà, donc on a vu donc cette dernière structure qui fait partie de notre système solaire pour sûr. Et maintenant, après la pause, on va parler d'une autre structure qui pourrait exister dans les systèmes solaires, mais on n'est pas encore sûr, qui est la possibilité qu'il existe une neuvième planète dans les systèmes solaires. Donc c'est un cas scientifique qui est tout à fait ouvert, que je vais vous présenter de la manière la plus non biaisée possible, et qui est très intéressant parce qu'il montre justement qu'est-ce que c'est la dialectique scientifique quand on n'arrive pas encore à trancher. C'est une belle controverse, d'un point de vue scientifique, à présenter. Il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur les journaux, la radio, etc. Souvent, les informations données ne sont pas très complètes, très exhaustives, donc je vais essayer vraiment de vous étaler tous les observations et les raisons pour penser qu'il existe une planète ou pas. Donc, l'histoire commence en 2014. En 2014, Shepard et Trujillo, qui sont deux grands observateurs, c'est parmi les personnes qui ont découvert le plus d'objets de la ceinture de Kuiper et surtout beaucoup d'objets du disque dispersé, distant, au disque fossilisé, etc. Annoncent dans le journal Nature la découverte d'un objet qui s'appelle 2012 BP113, qui est un objet qui est dans le disque fossilisé, donc un demi-grand axe de 270 unités astronomiques et une distance périhélique de 80 unités astronomiques. Donc, au plus proche du Soleil, il s'approche, il est 50 unités astronomiques plus loin que Neptune. Donc, très, très distant. Et donc, c'est un objet semblable à un autre qu'un autre astronome du Caltech avait découvert, Mike Brown, qui s'appelle Sedna, et lui a 540 unités astronomiques de demi-grand axe et une distance périhélique de 76 unités astronomiques. Donc, ça ne s'approche pas à Neptune à moins de 46 unités astronomiques. Mais donc, cet article qui annonce cette découverte fait une autre observation très intéressante. Et quand on plotte tous les objets connus en fonction de leur demi-grand axe et leur argument de Pérélie, cette fois argument de Pérélie par rapport au plan du système solaire, on ne parle plus des plans galactiques ici, on voit que les objets qui ont un demi-grand axe plus petit que 150 unités astronomiques ont des valeurs de l'argument de Pérélie uniformément distribuées, mais les objets qui ont un demi-grand axe plus grand que 150 unités astronomiques ont un argument de Pérélie qui n'est pas du tout uniformément distribué. Il est à plus ou moins 50 degrés de zéro. Voilà. Et ils disent, ça c'est pas normal, statistiquement c'est très improbable, c'est pas énormément d'objets, mais bon quand même. Vous pouvez faire la statistique binaire, la probabilité est très petite, et donc ils disent, il doit y avoir quelque chose, pourquoi pas une planète. Mais voilà, c'est écrit un peu en passant, et ça a été, bon c'est sûr, on regarde cette distribution, elle est effectivement pas uniforme, mais ce n'est pas évident de comprendre qu'est-ce qui pourrait bloquer l'argument du Pérélie. Parce que l'argument du Pérélie est quelque chose un peu bizarre. Et donc, il a vraiment tendance toujours à circuler, ou alors il peut se figer, peut être figé, mais seulement pour des orbites à très haute inclinaison, et typiquement autour des valeurs de 90 ou 210 degrés. Alors que là, c'est plutôt une concentration autour des zéros. Donc, voilà. Quand l'article est sorti, l'accueil de la part des astronomes était plutôt tiède, parce que bon, la distribution est celle-là, bien sûr, mais l'explication, il pourrait y avoir une planète, ne tenait pas trop la route. Donc, ça n'a pas été très considéré jusqu'en 2016. En 2016 sort un article par Batygin et Brown du Caltech qui pose la question en d'autres termes qui ont beaucoup plus d'essence. Et c'est donc à partir de 2016 qu'on parle vraiment de la possibilité qu'il existe une neuvième planète, et cette possibilité atteint les médias.
avant, c'était passé inaperçu. Alors, Batyginen-Brown montre que l'alignement de l'argument de Peretti, qui n'est pas facile à expliquer, en fait est juste apparent, et il est dû à l'alignement de la longitude du Peretti et de la longitude du nœud. La longitude du Peretti autour de 70 degrés et la longitude du nœud autour de 100 degrés. Donc ça, c'est les diagrammes, donc, encore une fois, de tous les objets connus. Et l'axe des X, c'est le demi-grand axe, comme tout à l'heure. L'axe des Y, au lieu d'être l'argument du Peretti, est la longitude du Peretti pour les diagrammes en haut, la longitude du nœud pour les diagrammes en bas. Et donc, comme vous voyez, ici, les objets n'ont pas tous les longitudes du Peretti possibles, mais sont plutôt concentrés autour de cette valeur, 70 degrés. Et les longitudes du nœud non plus ne sont pas toutes les valeurs possibles, mais sont concentrées autour de ces valeurs de 100 degrés. Et donc, évidemment, l'argument de Peretti étant la différence entre la longitude du Peretti et la longitude du nœud, si la longitude du Peretti et la longitude du nœud sont confinées, forcément l'argument de Peretti est confiné. Mais ce n'est pas l'argument de Peretti lui-même qui est confiné. Disons, c'est le résultat du double confinement qui agit sur la longitude du Peretti et la longitude du nœud. C'est qu'il y a beaucoup plus d'essence, parce qu'on peut imaginer des forces gravitationnelles, notamment s'il y a une planète supplémentaire, qui peuvent effectivement figer la longitude du Peretti et la longitude du nœud. Mais alors, ce qu'ils observent est que cet alignement de la longitude du Peretti et la longitude du nœud a lieu seulement pour les objets non pas au-delà des 150 unités astronomiques, mais au-delà des 250 unités astronomiques. Et donc, ils ne sont pas très nombreux maintenant, ils sont seulement 6. Donc, on commence à avoir un peu des risques des statistiques des petits nombres. Entre 150 et 250 unités astronomiques, il y a bien un alignement à l'argument de Peretti. Donc là, c'est la figure pratiquement refaite, mais originelle de Trujillo-Mbra et Trujillo-Shepard. Mais donc là, ce serait plutôt casuel, parce que ni la longitude du Peretti ni la longitude du nœud montre du confinement. Alors là, il y a aussi cet objet, donc autant que là. Donc ça, c'est casuel. Ça pourrait être casuel aussi, mais ça se reproduit 2 fois. Donc la probabilité est le produit des probabilités, donc c'est moins probable. Alors pourquoi on a les dynamiciens, comme moi, par exemple, ont tout de suite réveillé leur intérêt, parce que les confinements de la longitude du Peretti et de la longitude du nœud peut s'expliquer. Peut s'expliquer si, et ça c'est tout ce qui est proposé dans l'article original de Batyginen-Brown, s'il y a par exemple une planète distante. Parce que s'il y a une planète distante qui, elle, va perturber les objets transneptuniens distants, et par les mécanismes de résonance séculaire que j'avais évoqués la fois passée. Donc, quand on est en résonance séculaire, l'orientation des orbites, des 2 orbites, l'orbite du perturbateur et l'orbite du corps perturbé, sont verrouillées les unes par rapport à l'autre. Donc, en particulier, donc, vous prenez la distance, l'orientation du Peretti de la planète, vous prenez l'orientation du Peretti du petit corps, donc sont différentes. Donc, la différence est cet angle-là, qu'on appelle la différence des longitudes du Peretti. Et si vous êtes en résonance séculaire, cet angle oscille, mais il ne fait pas un tour complet. Il oscille comme un pendule en avant et en arrière, voilà, autour d'une valeur qui est 180 degrés, c'est-à-dire quand les Peretti et les 2 Peretti ont les directions opposées par rapport au Soleil. Donc cet angle-là, la différence des Peretti, ne fait pas une circulation, ne peut pas assumer toutes les valeurs entre 0 et 360 degrés, oscille autour de 180 degrés. Et par le biais de l'effet de la résonance séculaire, cette oscillation en différence de longitude des Peretti est associée à une oscillation en excentricité, donc l'excentricité étant ici sur l'axe des Y, et donc en fait on fait une libration autour d'un point d'équilibre où les orbites, ni la forme des orbites ni leur orientation dans l'espace changent. Alors, avec les changements d'excentricité, change la distance pérélique. Donc, si la distance en excentricité est trop grande, la distance pérélique diminue et on devient croiseur de Neptune. Donc, on rentre dans les disques dispersés. Et donc, si l'amplitude de libration est grande, donc vous suivez une de ces grandes courbes, vous allez rentrer à un moment donné dans les disques dispersés. Et donc, par définition, dans les disques dispersés, vous êtes dispersé, parce que vous rencontrez Neptune, et donc vous vous baladez, vous devenez une comète, vous êtes poussé vers les nuages de Oort, etc. Vous ne restez pas là.
Les seuls objets qui restent sur l'âge du système solaire sont ceux qui évitent de rentrer dans les disques dispersés. Et donc, ce sont seulement ceux qui ont une petite amplitude de libération. Et donc, les cycles en excentricité n'est pas suffisant pour amener l'objet à l'intérieur du disque dispersé, mais les garde à distance du disque dispersé, suffisamment près pour pouvoir l'observer avec ces distances périhéliques de 80 à 60 unités astronomiques, mais pas suffisamment petit pour être emporté par les rencontres proches avec Neptune. Donc la concentration des longitudes de périhélie vers une certaine valeur peut s'expliquer s'il y a un perturbateur. Alors cette valeur doit être 180 degrés par rapport à la longitude du périhélie de la planète. Pareillement, pour la longitude du nœud. Si la planète n'est pas sur le même plan des autres planètes, mais a une inclinaison, par exemple une inclinaison de 30 degrés, ben, tous les autres objets distants vont avoir un cycle, vont avoir leur inclinaison osciller beaucoup en fonction de la différence entre leur longitude du périhélie, la longitude du périhélie de leur orbite, et la longitude du périhélie de la planète qui les perturbe. Et encore une fois, il y a résonance séculaire, et donc il y a un point d'équilibre. Il y a des orbites qui librent, donc la différence en longitude du nœud ne prend pas toutes les valeurs, entre moins 180 et 180, mais doit osciller autour des zéros. L'inclinaison oscille, donc associée, donc c'est cette libration autour d'un point d'équilibre. Et si vous êtes suffisamment loin, vous avez une circulation de la différence de la longitude du nœud qui vous cause des grandes excursions en inclinaison. Et donc ce type de diagramme, statistiquement, si vous mettez des points uniformément distribués sur ces courbes, vous donne une surconcentration des longitudes du nœud alignées avec la longitude du nœud de la planète. Donc, une planète pourrait expliquer ces alignements de la longitude du périhélie et de la longitude du nœud. La question est, mais bon, les objets ne sont pas nés là. Donc, comment est-ce qu'on arrive à remplir ces zones? Comment est-ce qu'on arrive à remplir sa résonance séculaire en périhélie et en longitude du nœud? Donc, l'idée est qu'au départ, tous les petits corps sont relativement proches du Soleil, sont dans la région planétaire, et à la formation des planètes, leur migration, etc., on verra dans le futur cours, ben, on crée ces disques dispersés. Et donc, les planétésimaux sont envoyés sur des orbites distantes, bien sûr, dans toutes les directions. Okay. Mais si vous avez une planète sur une orbite excentrique, avec une orientation donnée, cette planète va exercer des perturbations sur tous ces objets qui sont envoyés de l'intérieur du système solaire et va les sélectionner. Certains vont être plus stables que d'autres. Les objets plus instables vont mourir et 4 milliards d'années plus tard, quand nous on les observe, ils ne sont plus là. Et les objets qui sont stabilisés, évidemment, peuvent survivre 4 milliards d'années et rester jusqu'à nos jours quand on peut les observer. Donc cette animation vous montre l'évolution de cet essaim d'orbites éjecté de la région des planètes géantes sur 4 milliards d'années quand elles subissent les perturbations des planètes géantes et la perturbation de cette planète supposée qu'on a mis là sur une orbite excentrique. Donc voilà, on démarre la simulation. C'est une animation un peu longue. On se donne le temps de parler. Donc vous voyez déjà que les systèmes se simplifient. Beaucoup d'orbites sont parties, sont devenues instables. Et donc là, on voit deux types d'objets. Ces trajectoires vertes sont les trajectoires des objets dont les périhélies passent près de Neptune. Donc, c'est les vrais objets du disque dispersé. Et ces objets-là sont parfaitement uniformément distribués. Vous voyez que les orbites vont dans toutes les orientations. Les objets bleus, c'est les objets qui se détachent de Neptune. Donc, leur distance périhélique va au-delà de 40 et plus grande que 40 unités astronomiques, donc Neptune commence à devenir un perturbateur faible. Et ces objets-là, vous commencez à voir, avec les temps qui passent, qu'ils sont plus tout à fait uniformément distribués. Il y a statistiquement plus une tendance à avoir l'aphélie par là que par là. Donc l'aphélie opposée à l'aphélie de l'orbite de la planète perturbatrice. Et plus on laisse passer le temps, plus cette asymétrie devient marquée, parce que certaines orbites sont stabilisées par ces fameuses résonances séculaires que je vous ai montrées tout à l'heure, et les orbites qui ne sont pas en libération par rapport à la longitude du périhélie et la longitude du nœud de la planète tendent à être instables. Donc de temps en temps, il y en a une, mais elle n'a pas une vie longue et elle est rapidement éliminée. Donc, il n'y a pas l'échelle des temps, mais vous voyez le curseur en bas. Donc la longueur totale, 4 milliards d'années. Donc là, on est
même pas 2 milliards d'années encore. Et il faut du temps pour la construire, parce qu'évidemment, c'est une dynamique distante, donc c'est une dynamique très lente, mais voilà, la symétrie commence à se dégager, c'est clair. Mais ce qui est important, justement, que cette asymétrie, qui parfois est très prononcée, parfois semble disparaître, parce que les objets peuvent quand même s'échapper et donc prendre l'orientation opposée, après sont rapidement éliminés, mais restent là quand même quelques millions d'années. Donc, on ne s'attend pas par ces biais à avoir un alignement parfait, sans objet qui ne soit pas aligné, etc. C'est quelque chose qui est dans les domaines de la statistique, pas dans les domaines du déterminisme. C'est très important à remarquer. Donc là, on s'approche vers la fin, on doit être vers les 3 milliards d'années. Donc la symétrie devient de plus en plus prononcée. Vous voyez que toutes les orbites bleues sont orientées de ce côté-là, et seulement très temporairement, il y a quelques objets qui pointent de l'autre côté. Et bon, voilà, donc après 4 milliards d'années, c'est encore plus clair. Donc je pense que la simulation va bientôt terminer. Et voilà, et après, il y a juste un basculement de la caméra pour montrer l'orientation dans l'espace. Donc les orbites sont à peu près en des inclinaisons uniformément distribuées par rapport à l'inclinaison de cette planète qu'elle-même, on doit imposer, incliner par rapport au plan du système solaire pour créer l'alignement des longitudes. Donc, en principe, s'il y a planète, ça peut tenir la route. Voilà. Donc, cette histoire commence à prendre certaine ampleur. Les temps passent et il y a plus d'objets qui sont découverts. Et là, c'est les orbites, des objets distants qu'on connaît en 2021. Et comme vous voyez, bon, on peut toujours dire qu'il y a un certain alignement vers les bas, mais il y a quand même des orbites qui sont à 90 degrés, sont vers les hauts, etc. Donc, certains auteurs disent « Ah oui, cet alignement orbital était seulement apparent, ça a disparu, il n'y a plus rien à voir, circuler, il n'y a pas un camp scientifique pour la planète. » Mais c'est une conclusion un peu hâtive, parce que, encore une fois, cet alignement orbital, on peut l'avoir seulement pour les objets du disque fossilisé, les objets qui ne sont pas fortement perturbés par Neptune, ils ne font pas partie du disque dispersé. Donc, ce que Batygin et Brown ont fait en 2021 est prendre tous ces objets-là et étudier leur dynamique en supposant juste les 8 planètes normales connues du système solaire. Pour chaque objet, ils ont intégré une dizaine de clones, c'est-à-dire des conditions initiales qui sont toutes compatibles avec les observations. Mais les observations ne vous donnent pas exactement l'orbite avec une précision infinie, donc en intégrant un nombre de particules toutes compatibles avec l'inclinaison initiale, vous pouvez faire une statistique sur le comportement de ces orbites. Et on voit donc que parmi ces objets, il y en a certains qui sont clairement dans les disques dispersés, donc en fonction du temps, l'axe des X c'est les temps en milliards d'années, j'ai oublié de mettre la légende. Ah oui, c'est là-haut, les temps en milliards d'années. Et là, vous avez que tous ces objets qui partent de la même condition initiale, leur demi-grand axe part dans tous les sens. Donc ça veut dire que ces objets-là sont bien dans les disques dispersés, ont des rencontres avec Neptune, et de façon aléatoire, ils se dispersent. Donc ces objets-là n'ont aucune raison d'être alignés avec la planète 9, sont dominés par les rencontres proches avec Neptune. Après, il y a les objets qui sont vraiment dans les disques fossilisés. Ceux-là, Neptune ne le voit pas, il est très loin, même quand il passe au périhélie, et donc leur demi-grand axe ne change pas d'un iota. Si on prend un nombre de clones, l'évolution est la même, parce que c'est en gros une orbite keplérienne. Et après, il y a des objets un peu métastables, un peu marginaux, donc sont un peu à la limite entre les disques dispersés et les disques fossilisés. Donc, parmi les clones, certains commencent à être un peu diffusés, mais ils ne diffusent pas trop encore. Donc ça, c'est un peu des objets de frontière entre cela et cela. Donc, on peut réanalyser la figure précédente en tenant compte des caractéristiques dynamiques de ces objets. Et on obtient ça. Donc, en mauve, c'est les bons objets, les objets qui font partie du disque dispersé. S'il n'y avait que Neptune, pas la planète 9, ils ne bougeraient pas. Et eux, effectivement, maintiennent leur alignement. Toutes les ellipses sont orientées vers les bas. Donc, il y a bien un alignement des longitudes des périhélies. Les objets qui partent dans tous les côtés, c'est les objets verts. Mais les objets verts sont ceux qui sont instables, on les teste tout à l'heure. Donc, ce sont des objets qui sont en fait dans les disques dispersés. Donc, s'ils sont dans les disques dispersés, ils n'ont aucune possibilité d'être confinés par la planète 9,
Et en fait, c'est plutôt encourageant que pour ces objets-là, il n'y ait pas d'alignement du tout. Et après, il y a les objets métastables. Et les objets métastables aussi tendent à être un peu alignés, sauf une exception d'un objet qui est complètement anti-aligné. Et donc, si on considère que les objets bien définis du disque fossilisé, ben, il n'y en a que 7. Si on rajoute les objets métastables, il y en a 11. Ben, du coup, la lignée 10 sont confinés et 1 est anti-confiné. Et si on fait des 10 dispersés, ben, évidemment, il n'y a aucun confiné. Pareillement pour la longitude du nœud. Donc, ce diagramme montre pour chacun des objets, avec les mêmes codes couleurs, l'inclinaison, c'est la distance au centre, et la longitude du périhélie, c'est l'angle auquel on place les points. Et comme vous voyez, ce nuage de points n'est pas centré au zéro, mais est excentré vers le haut, donc comme s'il y avait un point d'équilibre forcé par quelque chose, donc comme une planète à peu près, dont l'inclinaison et le nœud seraient à peu près là. Donc, finalement, c'est vrai qu'on découvre plus d'objets, c'est vrai que si on regarde superficiellement, il n'y a plus du tout de confinement, mais si on regarde pertinemment en utilisant la dynamique, ben les objets qui pourraient être confinés sont vraiment confinés, mais il reste vrai que leur nombre n'est pas énorme, on part toujours d'une petite dizaine. Après, la grande question sont les biais observationnels. Est-ce que, comme je vous disais en un préambule la semaine passée, ce qu'on voit n'est pas représentatif de ce qu'il existe? Il y a un filtre, c'est qu'on est capable d'observer. Je vous avais montré cette figure. Cette figure montre la position des objets transneptuniens, et pas que, aussi les centaures et les astéroïdes, aujourd'hui. Donc pour les objets distants, c'est à peu près là où ils étaient quand ils ont été découverts. Et vous voyez que leur distribution n'est pas du tout uniforme, et en particulier, il y a ces traînées-là. Ces traînées-là sont dues au fait que quelqu'un a regardé dans une direction du ciel en faisant des observations de très longues pauses pour découvrir des objets très faibles et donc très nombreux. Et vu qu'il a regardé juste là, bien évidemment, tous les objets qu'il a découverts sont là. Pareillement ici, pareillement là. C'est bien le cas, par exemple, de ces surveys qui sont indiqués là. Donc, si on a des objets du disque fossilisé, eux, on les voit seulement au périhélie. Si on regarde que là, bien évidemment, on découvre que des orbites qui ont les périhélies là. Okay. Et donc là, ça pourrait introduire un biais observationnel énorme. Mais, bon, comme vous voyez, il y a des gens qui ont regardé là, il y a des gens qui ont regardé à l'opposé, il y a des gens qui ont regardé là. Bon, pas tout le monde s'est accordé pour regarder dans une seule direction. Mais c'est sûr que c'est un peu la pagaille, parce que ces objets sont découverts par différents surveys, différentes personnes qui reportent les découvertes, mais ne reportent pas où ils ont observé et rien découvert, et donc c'est un peu compliqué. Donc en 2019, Brown et Batygin ont inventé une méthode pour essayer de corriger le biais observationnel assez originelle. Donc on ne sait pas où les gens ont regardé, mais quand ils ont découvert un objet, on sait pertinemment où les gens ont regardé, parce qu'ils ont regardé là où ils ont découvert l'objet. Donc, ils considèrent que chaque objet découvert est le traceur d'une surveille qui a pointé cette région du ciel et qui a vu les objets autant lumineux que les objets découverts. Et donc, voilà, on construit une sorte de surveille universelle synthétique et on peut se poser la question, si j'ai une population qui est uniformément distribuée en longitude du périhélie et en longitude du nœud, et qui est observée par cette surveille collective qui est tracée par les objets découverts, quelle est la probabilité que ce que j'observe est concentré en longitude du périhélie et longitude du nœud? Et il trouve que la probabilité est assez petite, 0,2%, ce qui est petit, mais pas infinitésimal petit. Donc, bon, c'est encourageant que cette accumulation, concentration du périhélie et nœud doit avoir une cause, ce n'est pas simplement dû à la statistique et au biais observationnel, mais des phénomènes, parfois avec une probabilité de 0,2% d'être dus au hasard, peuvent quand même avoir lieu pour 1000 des cas. En plus, cette méthode de débiaisage n'est pas tout à fait rigoureuse, parce que justement, on utilise l'effet qu'un observateur doit avoir regardé un endroit du ciel donné, là où il a découvert un objet, mais on n'a pas aucune information sur les zones du ciel que l'observateur a regardées et il n'a rien découvert, alors que peut-être aurait pu si la distribution aurait été d'une certaine manière ou d'une autre. Donc c'est quelque chose de pas tout à fait rigoureux,
Mais c'est une indication que ce n'est pas si facile de dire que la concentration de longitude du périhélie et la longitude du nœud est juste due au biais observationnel ou à la statistique des petits nombres. Et d'ailleurs, si on regarde la distribution des longitudes du périhélie du disque dispersé, avec aphélie plus grand que 100 unités astronomiques, ben, on voit que toutes les valeurs possibles, en gros, c'est une distribution plate. Et on ne voit aucun alignement correspondant à ce qu'on voit pour les objets qui ne sont pas du disque dispersé, mais sont du disque fossilisé, donc ils ne passent pas près de Neptune. Et donc, en fait, ça c'est plutôt confortant, parce que si l'alignement observé était dû à des biais observationnels, ben on les verrait aussi bien pour les objets qui passent près de Neptune que les objets qui ne passent pas près de Neptune, alors que pour les objets pour lesquels on s'entend en aucun confinement, effectivement, on voit aucun confinement. Ceci dit, bon, voilà, on ne peut rien dire de plus que ça pour le moment. La balle passe à un nouvel observatoire, l'observatoire Vera Rubin, qui est en phase de commissioning, donc va rentrer en service bientôt, l'année prochaine. Et cet observatoire est conçu de façon de visiter et d'observer tout le ciel visible tous les 4-5 jours, à la recherche de phénomènes transients de l'univers, etc. Mais donc, il découvrira aussi beaucoup d'astéroïdes, d'objets de Kuiper, disques dispersés, disques fossilisés, etc. Peut-être il va découvrir la planète 9, peut-être pas. Peut-être la planète 9 est trop faible pour cet observatoire, qui va observer jusqu'à magnitude 23-24. Mais en tout cas, il pourra découvrir davantage d'objets distants et donc confirmer s'il y a confinement ou pas. Ou même, au pire des cas, il va redécouvrir les objets connus, mais vu qu'il va balayer les ciels en entier, et il va garder trace de toutes les observations, de tous les champs observés, de la magnitude limite, etc., on pourra vraiment débiaiser les observations précisément. Et donc, on pourra vraiment affirmer s'il y a un alignement orbital, et donc s'il y a un alignement orbital, il doit y avoir une planète, mais ou si c'est juste un effet des statistiques des petits nombres et des biais observationnels. Toujours en 2021, Brown et Batygin ont essayé après avoir montré que c'est improbable avec une probabilité de 0,2% que ces alignements soient dus au hasard et au biais, ont essayé de contraindre les propriétés de cette planète pour créer la distribution observée. Et donc, c'est un grand modèle Monte Carlo dont on fait beaucoup de simulations sur 4 milliards d'années en prenant des planètes avec des caractéristiques différentes et en comparant l'état final de la simulation aux observations. Et donc, on trouve des distributions de probabilités pour toutes les caractéristiques qui nous concernent pour la planète, la masse de la planète, les demi-grands axes, l'inclinaison, l'excentricité, longitude du périhélie, longitude du nœud, et en faisant aussi des statistiques croisées, ce qui donne ces fonctions de probabilité de distribution, par exemple si on croise des demi-grands axes, excentricité, etc. Donc, le résultat est que les propriétés les plus probables de cette planète sont que la planète aurait 6 masses terrestres, 2, aurait un demi-grand axe de 382 unités astronomiques, une excentricité de 0,2, une inclinaison de 15,6 unités astronomiques. Bon, le problème est qu'une telle planète est relativement proche, et donc par exemple sa distance aphélique, dans le demi-grand axe fois 1 plus l'excentricité, serait seulement de 458 unités astronomiques. Or, il y a une autre contrainte que Brown et Batygin n'ont pas tenu compte, qui sont les perturbations que la planète 9 exercerait, non pas sur les objets transneptuniens des disques fossilisés, mais sur les planètes connues elles-mêmes. Alors, les planètes géantes du système solaire, pour certaines planètes géantes du système solaire, on a une connaissance pratiquement absolue de leur trajectoire, grâce aux sondes qu'on a envoyées autour et qu'on a mis en orbite autour des planètes. Par exemple, on connaît la position de Jupiter à 1,5 km près. Mais le plus impressionnant, c'est Saturne. Donc, la position est connue avec une approximation des 100 mètres. L'évolution de la position de Saturne est connue avec une approximation des 100 mètres sur une fenêtre de temps de 12 ans. Et ça, c'était grâce à la mission Cassini, qui pendant 12 ans a tourné autour de Saturne. Pour Uranus et Neptune, par contre, on n'a pas
Bon, une très grande précision, on a juste eu des fly-by par les missions Voyageur, donc en fait on sait où Uranus et Neptune sont seulement à 1000 ou 2000 km près. Ce qui est pas mal, hein, les planètes sont bien plus grandes que ça, hein. Mais bon, ce n'est pas très précis. Mais pour Jupiter et surtout Saturne, on a une précision impressionnante. Or, cette position, cette évolution des planètes, en particulier des Saturnes, avec cette précision impressionnante, est en parfait accord avec un modèle dynamique du système solaire qui prend en compte juste les 8 planètes, les petits corps connus, comme sont réalisés, ces calculs sont réalisés, c'est ce qu'on appelle les calculs des éphémérides, par les services du Jet Propulsion Laboratory aux États-Unis, mais aussi en France par l'Observatoire de Paris, les éphémérides qu'on appelle INPOP. Donc, il faut, vu qu'on arrive avec les systèmes solaires connus à reproduire les mouvements de Saturne à 100 mètres près sur 12 ans, il faut que cette 9e planète, si elle existe, elle a intérêt à ne pas trop perturber Saturne, sinon on le verrait. Et on pourrait faire comme les Verrier avaient fait pour trouver Neptune en regardant les anomalies du mouvement d'Uranus. Mais il n'y a aucune anomalie sur Saturne. Et donc, Fienga et collaborateurs ont fait des tests. Donc, ils ont pris une planète d'une certaine masse, ils ont pris 5 masses terrestres, ils l'ont placée à différentes distances, 400, 500, 600, 800 unités astronomiques, et à différentes positions dans les ciels, en ascension droite et déclinaison. La planète est tellement loin, en gros, sur 12 ans, elle ne bouge pas. Et en mettant une planète donc, dans les ciels avec une masse et une position donnée, ils ont regardé comment les mouvements de Saturne se dégradent, changent dans les éphémérides, et quelle est la probabilité qu'ils restent compatibles avec les observations de la sonde Cassini. Et donc vous avez ces codes couleurs. En gros, quand c'est plutôt bleu, c'est pas bon. Donc vous avez une probabilité de 0 que votre mouvement avec la planète 9 soit compatible avec des Saturnes, soit compatible avec les observations Cassini. Quand c'est rouge, c'est 100%, c'est bon. Ça veut dire que la planète n'exerce pas des perturbations visibles à 100 mètres près sur Saturne. Et donc, le résultat est que si la planète est à 400, 500 unités astronomiques, c'est pas bon. Les probabilités que la dynamique soit en accord avec les observations est très très faible. Quand si la planète est à 600 unités astronomiques au-delà, ne peut pas être partout dans les ciels, mais si elle est dans certaines régions, du coup, vous voyez des zones rouges apparaître, et donc ça veut dire que la planète n'a pas d'influence sur Saturne, et donc on ne voit pas des anomalies de Saturne comme c'est le cas. Mais donc ça, c'est une contrainte supplémentaire qui est plutôt en contradiction avec cette orbite idéale de Brown et Batygin, que je vous rappelle, en aphélie de 458 unités astronomiques. Ça veut dire que la planète ne peut pas être plus loin que 458 unités astronomiques, donc ça veut dire que la planète est plutôt correspond à ces cas-là, qui ne sont pas bons. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit tout jeter à l'eau? Pas encore tout à fait. Si on reprend la figure de la densité des probabilités, par exemple de la demi-grande axe de la planète 9, l'excentricité de la planète 9, la plus haute probabilité est là, donc avec cette distance aphélique de 458 unités astronomiques, mais la courbe aphélie plus loin que 600 unités astronomiques, où on commence à avoir des zones rouges, passe par là, et vous voyez que la densité probabilité n'est pas zéro. On parle de la densité probabilité maximale, mais elle n'est pas nulle. Donc on ne peut pas vraiment dire que la planète ne peut pas exister. Elle peut exister avec une probabilité non nulle et rester compatible avec les observations qu'on a très précises sur Jupiter et Saturne. Donc, encore une fois, on n'a ni un argument très très fort contre, ni un argument très très fort en faveur. Alors, on peut chercher d'autres indices qui peuvent révéler l'existence de cette planète 9. Et un indice est l'existence de 2 objets qui sont ceux-là, donc un jaune et un mauve. Ces objets ont des demi-grands axes orbitaux qui sont comparables aux demi-grands axes des planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, mais ont des inclinaisons orbitales, comme vous voyez dans cette animation où on tourne la caméra, qui sont pratiquement de 90 degrés. Donc, c'est des orbites qui ont à peu près la taille des orbites des planètes connues, mais sont orthogonales aux orbites des planètes géantes. Et on en connaît 2. Alors, Brown et Batygin ont montré que ce type d'objets peuvent être créés par la planète 9, encore une fois, donc là c'est le Soleil, les planètes géantes connues, un objet
au-delà de Neptune, dans les disques dispersés ou fossilisés. La planète 9 lance l'animation et on voit que cette orbite est très fortement perturbée, donc elle change, elle tourne, elle se balade, elle grandit, elle diminue. Donc, si c'est une animation un tout petit peu longue, mais il faut attendre la fin. Et évidemment, la fin, c'est un beau final, donc c'est-à-dire on arrive à reproduire une orbite petite, donc comparable en taille aux orbites des planètes géantes et inclinée de 90 degrés. Évidemment, c'est parce qu'on a essayé beaucoup de cas que quelques cas deviennent bons, hein, mais d'autre côté, on observe seulement 2 de ce type d'objets. Donc voilà, vous avez là l'orbite produite à la fin, et vous voyez bien, donc une taille comparable à la taille des planètes géantes, une inclinaison qui est parfaitement orthogonale, donc comparable à celle des 2 objets observés. Alors, c'est bon, voilà, est-ce que ça veut dire que la planète doit être là? Oui et non, parce que les nuages de Oort peuvent faire la même chose. Les nuages de Oort, vu qu'il a une symétrie sphérique, injectent les comètes et donc les objets de tous les côtés, progrades, rétrogrades et orthogonaux. Et après, c'est juste au gré des rencontres avec les planètes géantes que l'orbite peut diminuer de taille et descendre du nuage de Oort et acquérir ce type de formes. Donc c'est une question d'efficacité. Est-ce que les nuages de Oort est une source suffisante? Est-ce qu'il faut une planète neuve pour avoir des objets comme ça? Mais on n'en a que 2. Donc c'est vraiment très compliqué de pouvoir dire si la planète est vraiment nécessaire ou pas. L'année passée, non, il y a 2 ans, on a regardé, on a changé de stratégie et on a regardé non pas la distribution des objets distants, mais la distribution des centaures. Donc ces diagrammes vous montrent les objets connus aujourd'hui en demi-grand axe et distance périhélique. Là, c'est les planètes à 30, 20, 10 et 5 unités astronomiques. Donc les disques dispersés, ils se trouvent là, entre 30 et 38, 40 unités astronomiques. Et les centaures se trouvent ici avec une distance périhélique inférieure à 30 unités astronomiques. Alors les objets du disque dispersé, du fait qu'ils ne croisent pas tout à fait Neptune, mais pas simplement proches de Neptune, ont une durée de vie plutôt longue, en particulier s'ils sont très distants, comme dans les disques fossilisés, alors que quand on arrive dans les centaures, vu qu'on croise vraiment les planètes géantes, leur durée de vie est très courte. Donc l'existence si les objets du disque dispersé peuvent être ce qui reste aujourd'hui, l'1% qui reste d'un disque dispersé original qui s'est formé à la formation du système solaire il y a 4,5 milliards d'années, ces objets-là, pas du tout. Ces objets-là ne peuvent pas perdurer 4,5 milliards d'années. Donc ça, c'est une population d'états stationnaires qui est maintenue par les flux d'objets qui viennent de plus loin. Un peu comme les astéroïdes géocroiseurs, qui ont une durée de vie de seulement quelques millions d'années, sont maintenus en état stationnaire par les astéroïdes qui s'échappent de la ceinture des astéroïdes. On en parlera un jour. Donc, quels sont les mécanismes pour créer les centaures? Et donc, il y a 2 mécanismes dans notre système solaire. Un, c'est les mécanismes du transfert des comètes. Donc, vous avez les objets du disque dispersé, que de temps en temps devient croiseur de Neptune en suivant la fameuse courbe à paramètres des tisserands constants. Et donc, ils basculent à l'intérieur de l'orbite de Neptune. Ils arrivent à interagir avec Uranus, qui peut les pousser dans son propre disque dispersé, et ainsi de suite. Donc, vous avez ce type de dynamique qui peut remplir ces diagrammes. Après, vous avez les nuages de Oort. Les nuages de Oort est très loin. Les comètes décroît leur distance périhélique très rapidement à cause de la marée galactique. Donc, du coup, ils ont un très grand demi-grand axe et un petit périhélie. Ils peuvent interagir avec les planètes géantes, qui du coup changent leur demi-grand axe dans leur disque dispersé, les extraits du nuage de Oort et les amènent dans cette direction-là. Et donc là aussi, par ces mécanismes, on peut remplir ces diagrammes. S'il y a la planète 9, il y a un 3e mécanisme qui est un transfert direct à demi-grand axe comparable au demi-grand axe à la planète 9, donc de l'ordre de 500, 600, 800 unités astronomiques, et la planète, par le biais de ses forces séculaires, change juste l'excentricité. Et donc, il y a un 3e mécanisme de transfert sans passer par les orbites circulaires ou sans passer par les orbites très distantes. La question est, qu'est-ce qui arrive de ces 3 processus, ou une combinaison des 3 processus, à reproduire cette distribution? Et donc, dans notre étude, qui a été publiée cette année,
début de l'année, on a fait une simulation sans la planète 9 et avec la planète 9, et on regarde la distribution des centaures, donc qui ont une distance au périhélie inférieure à 30 unités astronomiques et un demi-grand axe au-delà des 150 unités astronomiques jusqu'à 1000 unités astronomiques. Et ça, c'est la distribution des objets qu'on obtient. Densité des distributions qui est montrée par ces codes couleurs. Ça, c'est juste la simulation originale, sans biais observationnel. On a fait une sorte de simulateur de biais observationnel aussi bon qu'on pouvait, et donc on retrouve là sur les côtés la distribution biaisée, l'histogramme qui montre la distribution biaisée des distances périhéliques et du demi-grand axe. Et vous voyez que sans planète 9 ou avec la planète 9, c'est très différent. C'est très différent parce qu'avec la planète 9, on a ces mécanismes d'injection directe, alors que sans la planète 9, on a juste un mécanisme qui passe par les faibles excentricités ou les mécanismes qui viennent du nuage de Oort. Et donc, la distribution des demi-grands axes est en fait plutôt semblable à la fin, mais la distribution de la distance périhélique est très différente. Avec la planète 9, on a une distribution des distances périhéliques plutôt plate, sans la planète 9, elle est très piquée autour des 30 unités astronomiques. Et si on compare avec la distribution observée, ben celle-là est clairement plus appropriée pour décrire ce qu'on observe. On ne voit pas du tout cette surconcentration près des 30 unités astronomiques. On voit une distribution des distances périhéliques plutôt plate, comme celle qu'on obtient avec la planète 9. Et peut-être, à ce jour, c'est le mécanisme, c'est l'aspect le plus convaincant. Là, on n'a pas trop de problèmes des statistiques des petits nombres, on n'a pas trop de problèmes des biais, parce qu'on est en train de parler d'objets proches, donc relativement faciles à observer, et la différence des deux modèles avec planète 9 est vraiment très forte. Ceci dit, bon, voilà, il y a des arguments pour et contre, et rien vraiment tranché. Mais on peut se poser la question, mais est-ce que c'est raisonnable d'avoir une planète sur une orbite comme celle qui est postulée de l'ordre de 600 unités astronomiques, excentrique et inclinée? Alors, j'avais déjà montré l'année passée, à plusieurs reprises, cette simulation qui est une simulation de comment on pense que Uranus et Neptune se sont formés. Donc, on pense que Jupiter et Saturne se forment d'abord dans les disques protoplanétaires, et que par un jeu gravitationnel commun, ils n'émigrent pas, ou n'émigrent pas trop vers les soleils. Et derrière eux, il y a une série d'objets, on ne sait pas bien combien, on ne sait pas bien quelle masse. Là, on prend une petite dizaine d'une masse de l'ordre de 3 masses terrestres, les codes couleurs et la masse des objets. Et ces objets-là donc, sont tout à fait caractéristiques des super-terres qu'on voit autour des autres étoiles. Eux, par interaction avec les disques de gaz qui entourent le Soleil, ont tendance à migrer vers le Soleil. Mais vu qu'il y a Jupiter et Saturne qui sont là bloqués, qui leur barrent la route, il y a un mécanisme, il ne peut pas migrer, il ne peut pas passer à travers l'orbite de Jupiter et Saturne, sont accumulés dans des résonances et où ils interagissent en s'éjectant ou en collisionnant entre eux. Et donc, les résultats de la simulation, que ces objets s'accumulent, collisionnent entre eux, donc grandissent. Et là, pour le moment, on a 4 objets. Si on attend un tout petit peu, ils vont fusionner pour former 2 objets de la masse, à peu près 15 masses terrestres, comme Uranus et Neptune, et donc former Uranus et Neptune. C'est un modèle qui a de la crédibilité parce que former Uranus et Neptune par des biais de fusion des planètes, donc collisions géantes, permet d'expliquer pourquoi l'obliquité de l'axe de rotation de Neptune et surtout d'Uranus sont très inclinés et les collisions géantes peuvent faire basculer l'axe de rotation. Vous voyez là, on a Uranus et Neptune formés. Mais ce n'est pas d'Uranus et Neptune que je veux vous parler, c'est de ce qui se passe dans cette dynamique. Et donc, si vous regardez à nouveau, et donc faites attention au début, parce que c'est seulement au début que ça se passe, dans ce processus d'accumulation et collision, il y a des protoplanètes qui sont expulsées. Donc, voilà une. Voilà, par exemple, je crois qu'il y en a une seule dans cette simulation. Et donc, elle est partie plus loin. Donc ça, c'est une planète qui a interagi avec Saturne et Jupiter et qui l'ont éjectée. Donc où est-ce qu'est partie cette planète? Pour être partie d'un nuage de Oort, pour avoir été éjectée dans les nuages dans l'espace interstellaire. Et donc pas du tout correspondre à l'orbite de la planète qui est supposée. Mais on sait par les observations astronomiques que les étoiles se forment plutôt dans des amas. Et les amas sont des milieux denses par rapport aux milieux galactiques ordinaires. Et c'est donc vous êtes dans un amas, les mêmes choses que je vous expliquais tout à l'heure sur la formation du nuage de Oort
ont lieu, mais la force de la marée est plus forte parce que vous avez une densité plus grande à cause de la matière de l'amas par rapport à celle que vous avez aujourd'hui dans l'environnement galactique du Soleil. Et donc, avec André Isidoro, on a fait la même simulation de tout à l'heure pour former Uranus et Neptune, mais en prenant en compte l'action gravitationnelle d'un amas typique dans lequel les étoiles se forment et donc dans lequel les soleils auraient pu se former. Donc c'est une simulation comme tout à l'heure, mais beaucoup plus stretchée en demi-grand axe. Là, on a Jupiter et Saturne qui ne migraient pas. Là, on a nos proto-super-terres qui veulent migrer, former Uranus et Neptune et de temps en temps être expulsés. Là, on a mis les disques transneptuniens, parce que la ceinture froide, il ne faut pas la perturber. Si on excite la ceinture froide, c'est raté. La ceinture froide a une petite dispersion d'inclinaison, on l'a vu la semaine passée. Donc, tout mécanisme primitif du système solaire qui disperse les inclinaisons de la ceinture froide est à rejeter. Et donc, c'est pour ça qu'on met ces particules jusqu'à 50, 60 unités astronomiques comme témoins des perturbations qu'elles souffrent. Donc, on lance la simulation, et voilà ce qu'on voit. Donc, on voit des protoplanètes qui sont éjectées, mais cette fois, à cause de la force gravitationnelle de l'amas qui entoure les soleils, une de ces planètes éjectées, il y en avait deux, une est vraiment partie dans l'espace interstellaire, l'autre a été piégée dans l'équivalent d'un nuage d'Oort, mais qui est beaucoup plus confiné, au lieu d'être à 20 000 unités astronomiques, et autour de 1000 unités astronomiques, parce qu'en gros, la densité d'un amas stellaire est 20 fois plus grande que la densité de la galaxie actuelle. Donc, par ces processus de migration-éjection, on peut à la fois produire Uranus et Neptune, à la fois placer une planète sur une orbite grosso modo comme celle dont on a besoin, demi-grand axe environ 1000 unités astronomiques, excentricité de l'ordre de 3,4. On garde la ceinture froide complètement froide, et donc c'est un mécanisme qui est viable. Bien sûr, on tend plutôt à produire des planètes vers les 1000 unités astronomiques que les 300 unités astronomiques qui voulait Mike Brown. Donc encore une fois, mais comme on a vu avec les calculs des Fienga, c'est seulement des planètes très distantes qui peuvent exister, parce que sinon on verrait leurs conséquences sur les mouvements de Saturne. Et donc ça, c'est la situation actuelle. Et évidemment, on ne peut pas trancher face à toutes ces données. Il faut vraiment pouvoir trouver la planète. Ça serait évidemment la réponse ultime. Mais je pense déjà trouver plus d'objets lointains du disque dispersé dans une survey rigoureuse comme celle du verre à Rubin, donc pour lesquels on peut bien modéliser les biais et s'apercevoir qu'il y a vraiment un alignement orbital qui n'est pas dû au biais, n'est pas dû à la statistique des petits nombres, pourrait vraiment être une preuve de l'existence de la planète, même avant de découvrir la planète, mais on n'en est pas là. Et donc, pour terminer, comme d'habitude, un petit résumé de ces 2 heures. Donc, la première partie a concerné les comètes et les nuages d'Oort. Donc, les comètes se divisent du point de vue dynamique en 2 familles, celles à petite inclinaison orbitale, qu'on appelle les comètes de la famille de Jupiter, et celles qui ont une distribution homogène des inclinaisons. Les comètes de la famille de Jupiter proviennent du disque dispersé, il n'y a pas de mystère, tout marche assez bien, pourvu que voilà, la vie physique des comètes ne soit pas infinie, on arrive vraiment à bien modéliser la distribution des comètes de la famille de Jupiter. La distribution des comètes avec distribution homogène d'inclinaison, les comètes avec distribution homogène d'inclinaison, elles proviennent du nuage d'Oort. Celles nouvelles qui rentrent pour la première fois dans le système solaire ont un demi-grand axe entre 20 et 40 000 unités astronomiques, et c'est elles qui nous révèlent la structure du nuage d'Oort. Évidemment, on n'observe pas les nuages d'Oort, c'est trop loin, mais on sait pertinemment qu'il existe grâce à ces comètes nouvelles. Ce n'est pas une hypothèse, enfin, c'est prouvé, même si on ne l'observe pas, il n'y a pas d'autre explication possible. Donc les nuages d'Oort se forment à partir de la partie extrême du disque dispersé en demi-grand axe à cause de la marée galactique. Et c'est cette même marée galactique qui injecte sporadiquement des comètes du nuage d'Oort vers l'intérieur du système solaire avec une distance périhélique qui devient inférieure à 3 unités astronomiques en moins d'une période orbitale, et ainsi on a l'apparition des comètes nouvelles. Ensuite, donc, ce qu'on a vu cette 2e heure est que les objets plus distants, ce qu'on classifierait dans les disques dispersés,
et qui ont un demi-grand axe plus grand que 250 unités astronomiques, et une distance pérélique plus grande que 45 unités astronomiques, donc bien du disque fossilisé, semblent avoir des longitudes de périhélie et les longitudes du nœud alignées. Ça ne semble pas être un effet des biais observationnels, ça reste à confirmer. C'est vrai que ça reste plutôt une statistique des petits nombres, comme je disais, donc les objets vraiment fiables sont 7, et si on commence à élargir la statistique à 11, on commence à perdre un peu les alignements. Donc si l'alignement est vrai, c'est clair qu'il faut une planète. Il n'y a pas d'autre explication possible pour garder un alignement orbital qu'une planète distante. Ça doit être une planète de type mini-Neptune, super-Terre, donc ça serait super, parce qu'on les voit très fréquemment autour des autres étoiles, pourquoi pas dans les systèmes solaires. Cette planète doit avoir une orbite inclinée, et il doit être excentrique, et il doit avoir un demi-grand axe entre 300 et 1000 unités astronomiques, plutôt 1000 que 300, à cause des perturbations sur les planètes connues, qu'on ne voit pas. Donc justement, il y a un conflit apparent entre les caractéristiques orbitales de la planète qui semblent mieux reproduire l'alignement orbital des objets transneptuniens et celles qui sont exclues par l'absence de perturbations visibles sur le mouvement des Saturnes. Donc là, il y a une tension qu'il faut clarifier et qui ne promet pas très bien. La planète 9 pourrait aussi expliquer l'existence de ces objets qui ont une inclinaison de 90 degrés. Ce sont des centaures avec une inclinaison de 90 degrés, mais ça, a priori, peut venir aussi du nuage de Oort. Et les centaures avec petit périhélie. Et là, peut-être, c'est l'argument le plus fort, parce que avec ce qu'on a essayé, en utilisant à la fois le nuage de Oort, la marée galactique et la dynamique connue, ben, n'arrive pas à reproduire la distribution des périhélies des centaures. Et si donc ces planètes existent vraiment, voilà, son origine n'est pas très mystérieuse en fait. On peut se dire que c'est une conséquence naturelle du processus de formation des planètes géantes, qui est un processus très chaotique, qui se fait par accumulation, collision, éjection des planètes, et dans un environnement qui était assez dense, parce que les étoiles tendent à se former dans des milieux denses, sinon les étoiles ne se formeraient pas, donc typiquement des amas stellaires. Mais voilà, il n'y a pas toutes les simulations non plus qui produisent des planètes piégées à 1000 unités astronomiques. Là aussi, c'est une probabilité. Dans ce travail d'Isidore et al., on calcule, en faisant cette simulation plusieurs fois, que la probabilité qu'une des planètes éjectées soit piégée par la marée de l'amas sur une orbite de l'ordre de 1000 unités astronomiques est seulement 15%. Donc ça veut dire que s'il y a la planète, ce n'est pas ahurissant, la probabilité est 15%, mais s'il n'y a pas de planète, on est dans l'autre 85% des probabilités. Donc ne me faites pas dire si la planète 9 existe ou pas, parce que je ne le sais pas. Mais je voulais vous montrer cette discussion, parce que d'une part, elle a touché les médias, et donc tout le monde en parle. D'autre part, parce que je pense que c'est vraiment un bon exemple de comment s'est fait un débat scientifique tout à fait sérieux. Il n'y a personne qui est fou dans l'histoire. Ni les gens qui affirment qu'il y a une planète, ni les gens qui affirment qu'il n'y en a pas. Mais justement, en se basant sur des simulations, des données, des choses qui collent un peu, mais pas tout à fait, etc. Et donc, évidemment, avec les temps, on saura, et surtout avec davantage d'observations, on saura. Vera Rubin rentre en jeu l'année prochaine. Bon, à mon avis, en 5 ans, on aura une vision beaucoup plus claire sur la structure du disque fossilisé. Donc, dans 5 ans, on saura, même si la planète n'est pas détectée. Et donc, vu que j'ai 10 ans devant moi ici, je vous promets qu'on en reparlera. Voilà, je vous remercie et à la semaine prochaine.